Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des inégalités sur longue période. Je vais considérer différentes mesures d'inégalité, différentes façons de mesurer les inégalités, et je vais essayer de voir la relation qu'il y a entre l'évolution de ces mesures d'inégalité et l'évolution de la croissance sur longue période. D'accord ? Donc la relation croissance-inégalité. Donc je vais considérer différentes mesures d'inégalité et je vais les relier au processus de croissance. D'accord ? Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai préparé pas mal de choses. Alors là, je l'appelle Kuznets et au-delà, cette première partie. Voilà. Alors d'abord, une chose importante, c'est quand on vous parle d'inégalité, soyez toujours exigeant et demandez à votre interlocuteur de quelle mesure d'inégalité il parle. Il y a des mesures, je dirais, globales d'inégalité, des mesures globales d'inégalité, d'accord ? Et alors là, dans les mesures globales, vous avez par exemple la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Si le revenu médian, c'est le revenu de la personne telle qu'il y a autant de personnes plus riches que de personnes moins riches. Ça, c'est le revenu médian. Et le revenu moyen, c'est le PIB divisé par la population. D'accord ? Si le revenu médian est égal au revenu moyen, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité. D'accord ? Et l'écart entre le revenu médian et le revenu moyen est déjà une mesure d'inégalité. D'accord ? Donc ça, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite. Donc c'est déjà une première mesure d'inégalité globale. D'accord ? Ensuite, vous avez le ratio entre les 10% qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins. C'est assez global, disons. Voilà. On peut considérer que... Et vous avez une troisième mesure qui est le Gini. Et je vais dire dans un moment, je vais vous expliquer comment c'est mesuré le Gini. Mais des fois, vous entendez le mot Gini, vous saurez ce que c'est. D'accord ? Donc ça, c'est des mesures globales d'inégalité. Et puis après, vous avez deux autres types de mesures. Et c'est des inégalités statiques. C'est globalement à un moment donné. Mais vous avez deux autres manières de mesurer les inégalités. Vous avez d'abord la part des revenus du top 10% qui gagnent le plus, ou des 10% les plus riches, ou du top 1%, ou du top 0,1%. D'accord ? Ça, c'est l'inégalité en haut de la distribution. D'accord ? C'est différent du Gini. On verra que ça a des propriétés différentes. Donc ça, c'est une mesure d'inégalité statique également, mais en haut de la distribution. Vous voyez ? Et puis, vous avez une mesure qui est une mesure plus dynamique d'inégalité, c'est-à-dire est-ce qu'on a les mêmes chances ou pas ? Est-ce qu'un enfant de riche ou un enfant de pauvre, ils ont les mêmes chances d'être riches ou pauvres ? Dans quelle mesure mon revenu est corrélé avec le revenu de mes parents ? Ça, c'est une mesure dynamique d'inégalité. On parle à ce moment-là de mobilité sociale ou d'absence de mobilité sociale. D'accord ? Donc, quand on vous parle d'inégalité, déjà, vous, comme vous êtes ici, vous dites tout de suite à la personne « Oh, top là !» De quoi tu me parles ? Est-ce que tu me parles de mesures globales ? Est-ce que tu me parles d'inégalité en haut ? Ou est-ce que tu me parles de mobilité sociale ? D'accord ? Donc déjà, première chose. Et on va voir qu'il y a des différences entre ces choses. Alors par exemple, si on regarde la part, vous voyez les salaires des 10% qui gagnent le plus en ratio avec les 10% qui gagnent le moins, on peut voir des évolutions d'inégalité. On peut voir par exemple qu'aux États-Unis et en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a eu augmentation sensible de cette mesure-là d'inégalité entre 80 et 90. Par contre, de manière très intéressante, en France, ça n'a pas bougé. C'est une des mesures, il y en a d'autres des mesures, qui elles ont bougé. Mais voilà une qui n'a pas bougé en France, par contre elle bouge pas mal aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est intéressant à noter. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est idiot, je ne vais pas à chaque fois revenir, puisque j'ai en fait le... Alors, je vais maintenant vous parler du Gini. Là, je vais vous faire un peu travailler, là. Là, c'est un petit peu, mais c'est le seul truc un peu où je vous fais travailler. Alors, voilà. Le Gini, c'est l'idée de dire la chose suivante. Vous dites, voilà, à chaque niveau de revenu, vous voyez, vous regardez à chaque niveau de revenu, vous voulez savoir, en fait, vous voulez savoir, disons, le pourcentage que vous accumulez du revenu des ménages. Et vous voulez savoir les 10% qui gagnent le moins. Donc, par exemple, si les 10% qui gagnent le moins gagnent très peu, ça va représenter une part très faible du total. Vous voyez ce que je veux dire ? Si il y avait égalité parfaite,
eh bien, là j'ai la ligne à 45 degrés, eh bien, ce que gagne la part des 10% qui gagnent le moins serait la même que la part des 10% au-dessus, qui serait la même que la part des 10% au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous n'aviez pas d'inégalité et que j'essayais de faire cette courbe qui représente, voilà, quelle est la part du revenu gagné par les 10% qui gagnent le moins, puis et puis entre ceux qui gagnent les 20%, les 10% qui gagnent au-dessus des 10% qui gagnent le moins, si je n'avais pas d'inégalité, eh bien, la courbe serait exactement confondue avec cette ligne-là. Vous voyez, je veux dire 100 et 100. Vous voyez, ça, c'est des pourcentages en ménage, et ça, c'est pourcentage des revenus. Et je serais exactement là. Mais vous voyez, la courbe en général, comme il y a de l'inégalité, vous voyez, les 10% qui gagnent le moins, ils vous font monter très peu, tandis que les 10% qui gagnent le plus, ils vous font monter beaucoup. Et l'écart de cette courbe voyez, à la ligne de 45 degrés, ce qu'on appelle la première bisectrice, eh bien, ça mesure les inégalités, c'est-à-dire la surface vous voyez, la surface de l'espace qu'il y a entre cette courbe-là et cette courbe-là vous mesure les inégalités globales. C'est l'écart à l'égalité. Ça, c'est le Gini. Vous voyez? D'accord? Donc, si je suis dans un pays où il y a égalité parfaite, le Gini est de 0. Et puis, j'augmente, il devient 1 ou 100%. Si j'ai vraiment un pays très inégal, c'est très très plat jusque-là, et hop, ça monte très vite. Vous voyez, ça, c'est un pays très inégal. Voilà, ça, c'est la mesure Gini. Vous voyez, donc si vous entendez parler du Gini, vous savez ce que c'est maintenant. D'accord? Levez le doigt si vous ne comprenez pas. Je recommence. C'est bon? C'est bon? C'est vrai? Génial. Ah, super. D'accord. Très bien. Pas évident, le Gini, hein, quand même. Voilà, vous voyez, c'est la surface de la banane qui est là, quoi, en gros, hein, d'accord? Pensez à une banane, hein, voilà. Alors, Kuznets a regardé la relation entre, lui s'intéressait beaucoup à l'évolution du Gini avec le développement. Donc, vous voyez, une relation croissance-inégalité. Et quand on parle de croissance-inégalité, on ne peut pas ne pas parler de Kuznets, voilà. Et Kuznets, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit qu'en fait, si je représente, je vais vous la tracer, mais déjà je la mets là, si là je mets le PIB par tête, qui représente le niveau de développement d'un pays pour lui, et si je mets le Gini, vous voyez, je mets différents pays, et bien en gros, il y a une courbe en U, quoi. Et donc, et c'est une courbe comme ça, vous voyez, c'est-à-dire vous mettez le PIB par tête, le GDP per capita en anglais, et là c'est le Gini, en fait, que vous mettez. Ben vous avez tendance à avoir, ce qui marche bien, c'est une courbe en U inversée. Et alors Kuznets a une espèce de théorie. Alors il y a deux manières de l'obtenir. Il y a une manière de voir ça en disant, je prends une photo à un moment donné. Par exemple, lui prend la photo en 1955. Kuznets, c'est un homme des années 50, d'accord? Il prend la photo en 1955 et il dit, voilà, je vais placer des pays. Et si j'essaye de mettre une courbe, en fait, chaque pays en 1955 correspond à un point sur ce diagramme, d'accord? Et vous essayez de voir quelle est la courbe qui minimise la distance à ces points, quoi. Et en gros, il a une courbe qui est comme ça en U inversée. Et donc, en fait, sa théorie, donc l'idée, c'est lui dit, ben voilà, en gros, il prend une photo en 1955, mais il dit, on peut voir un pays moins développé en 1955 comme nous étions, quand nous n'étions pas développés. Vous voyez ce que je veux dire? Il a une interprétation temporelle d'une photographie à un moment donné. D'accord? Et donc, sa vision, c'est de dire, en fait, avec le développement, au début, les inégalités augmentent, et puis elles finissent par se réduire. Vous voyez? C'était ça l'idée de Kuznets. Et en fait, il montre cette courbe, on a une courbe comme ça quand il prend une photo, mais il regarde également en Angleterre et Pays de Galles, mais on a une photo, un truc un peu similaire aux États-Unis, et il regarde le Gini, et il montre que le Gini augmente entre 1820 et 1880, c'est-à-dire avec la révolution industrielle, et ensuite le Gini baisse, quoi. Donc il dit, ben, voyez, peut-être je n'ai pas fait pour tous les pays. Quand je regarde l'ensemble des pays, à un moment donné, j'ai la courbe en U inversée. Mais si je regarde un pays, l'Angleterre, au cours du temps, j'obtiens également cette courbe. Donc mon interprétation de la première courbe comme une évolution historique n'est pas si fausse, puisque quand je prends un pays en particulier, je vois que l'inégalité augmente et qu'ensuite elle diminue. D'accord? Alors il a une théorie, Kuznets, pour expliquer ça. D'accord? Et alors la théorie de Kuznets, c'est la suivante.
c'est la théorie d'une transition d'une économie rurale à une économie industrielle et urbaine. En gros, le raisonnement de Kuznets, c'est de dire, voilà, au début, on travaille tous à la campagne, on est dans notre monde malthusien, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de Malthus, hein, on est tous à cultiver la terre, d'accord? Et puis tout d'un coup apparaît une révolution industrielle, et certains d'entre nous peuvent aller à la ville travailler dans l'industrie. Tout le monde ne peut pas y aller. Donc au début, les inégalités vont augmenter, parce qu'il y a ceux qui peuvent y aller et ceux qui n'y vont pas. Donc l'inégalité va augmenter entre eux, vous voyez, je veux dire? Mais de plus en plus de gens vont aller à la ville. Et donc, quand ils vont aller à la ville, il va y avoir de la congestion à la ville, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, au début, c'est très bien d'aller à la ville, mais ça devient moins bien après. Et puis aussi, comme à mesure que les gens quittent la terre, eh bien, le travail devient de plus en plus précieux sur la terre, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est-à-dire que c'est ça qui fait que, alors qu'au début, il y a l'écart entre ceux qui ont la chance d'aller travailler à la ville et les autres s'amplifie, eh bien, au bout d'un certain temps, cet écart se réduit. Voilà. Et là, vous avez la transition vers la société industrielle. C'était ça la vision de Kuznets. Vous voyez? Celle d'une transition. Et pendant cette transition, au début, les inégalités augmentent, mais après, il y a des effets de congestion à la ville. Et le fait que les gens quittent la campagne pour la ville augmente la productivité marginale du travail à la campagne et fait que finalement, eh bien, ça revalorise le salaire à la campagne par rapport à la ville. Voilà. Ça, c'était la vision Kuznets, d'accord? Donc, jusque récemment, jusqu'aux années 80, la Bible sur inégalité-croissance, c'était Kuznets. C'était comme ça qu'on voyait la relation. C'était le fin mot. Et on se disait, finalement, on avait une vision assez optimiste. On dit, c'est vrai que le capitalisme, ça génère de l'inégalité, mais vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Finalement, au bout d'un certain temps, l'inégalité tend à se réduire. Donc, il y avait l'idée, c'est vrai qu'au début, il y en a, mais l'inégalité tend à être réduite à plus long terme. D'accord? Et en fait, eh bien, malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Parce que, qu'est-ce qu'on constate d'abord? Si je regarde des mesures de Gini ou bien le ratio des 10% qui gagnent le plus sur les 10% qui gagnent le moins, Mail, je me la montrerai aux hommes, là, ici, mais vous voyez qu'il y a effectivement un phénomène Gini, vous voyez, là, on est sur la phase de réduction d'inégalité, mais vous voyez qu'à partir surtout des milieu des années 70, eh bien, les inégalités, cette mesure globale Gini, qui est la courbe au-dessus, et la mesure 90-10, qui est 10% plus riche, 10% plus pauvre, vous voyez que là, les inégalités se remettent à augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Gini cesse d'être vrai à partir du milieu des années 70 à milieu des années 80. Vous voyez? Donc là, tout d'un coup, il y a eu un problème. On a dit, mais attendez, alors Kuznets, ça ne marche pas, quoi. D'accord? Mais on va revenir sur tout ça. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. D'accord? Ça, c'est la mesure globale d'inégalité. Maintenant, vous pouvez dire, mais peut-être que l'autre mesure, le top income, la part des revenus qui est touchée par ce que j'appelle le top 10 inequality, c'est-à-dire la part du revenu qui revient aux 10% qui gagnent le plus, peut-être que ça, c'est une autre mesure, peut-être que celle-là n'est pas sujette à cette inversion. Et alors, je vais maintenant passer à ça. Et vous voyez que ça, maintenant, donc ça, c'est tiré de Atkinson, Piketty, Saez. Et là, vous voyez aux États-Unis, mais vous avez les mêmes courbes en Angleterre et dans la plupart des autres pays développés. Vous voyez que si vous regardez d'abord la part des revenus du top 1%, vous voyez, donc c'est la part des revenus par les 1% qui ont les revenus les plus élevés, d'accord? Et bien, vous voyez qu'à nouveau, à partir fin des années 70, eh bien, on reprend l'ascenseur. Vous voyez, ça repart. D'accord? Et pareil, si je prends le top 0,1, si je faisais le top 10, ça serait pareil. Donc c'est la même chose. Vous voyez à nouveau ce phénomène que la logique Kuznets semble ne plus s'appliquer à partir de la fin des années 70. D'accord? Et on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Et c'est là qu'on va s'amuser un petit peu. D'accord? Quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. OK? Donc là, c'est pareil en Angleterre. En Angleterre, c'est souvent pareil que les États-Unis. Hein. Donc là, pareil. Alors évidemment, avec la crise, ça fait un petit peu tomber la part du top en Angleterre, un petit peu, là, avec les banques qui font faillite et tout ça. Mais ça repart assez vite, en fait, vous voyez. Mais ça, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez, pareil, là, la part du top 0,1%, 1%, se remet à augmenter à exactement à peu près la même période qu'aux États-Unis. D'accord? Voilà. Et voilà la US, UK, donc on les met ensemble. Voilà, c'est très semblable. Alors ensuite, la polarisation est une chose qui est très intéressante. Parce que vous pouvez regarder, par exemple, dans les pays, là c'est dans l'ensemble des pays de l'OCDE,
dans les différents pays de l'OCDE, eh bien, vous regardez l'évolution de la part des revenus, si vous voulez, de la part des salaires du tiers supérieur, du tiers médian et du tiers inférieur. Et ce que vous voyez, c'est que dans la plupart des pays développés, c'est les classes moyennes se font squeezer, quoi. Les middle perdent. Vous voyez, l'évolution est négative pour les rouges, qui sont les middle third. Vous voyez? Donc, il n'y a pas seulement un phénomène d'augmentation d'inégalité, top, etc., mais ceux qui en prennent plein la figure, c'est le middle, d'accord? C'est les gens au milieu. Intéressant. Alors, plus ou moins selon les endroits. Moins en France qu'aux États-Unis, d'accord? Là, ça, c'est une chose intéressante. Vous n'êtes pas convaincu? Alors, la mobilité sociale, je peux vous dire 2 mots de la mobilité sociale. Alors, la mobilité sociale, c'est le 3e type de mesure d'inégalité. Et la mobilité sociale, il y a différentes façons de la mesurer. Mais en gros, c'est la corrélation, disons, une mesure inverse de la mobilité sociale, c'est la corrélation entre les revenus de vos parents et les revenus des enfants. D'accord? C'est une des manières de mesurer la mobilité sociale. D'accord? Donc, c'est inversement mesuré par la corrélation. Si mon revenu est très corrélé avec mon papa ou ma maman, il y a peu de mobilité sociale. D'accord? Alors là, ça vient de travaux de l'OCDE, c'est des corrélations, donc c'est vraiment pas très satisfaisant. C'est des corrélations en comparaison interpays, mais c'est plus pour vous donner une idée. C'est parce qu'il y a quand même, vous voyez, j'ai parlé que là, il y avait le Gini ou des mesures globales et la mobilité sociale. Eh bien, là, on a l'impression que ça donne le sentiment qu'elles sont très reliées. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici, j'ai des pays, vous voyez, regardez, là, j'ai des pays qui ont peu de Gini, des Gini faibles, là, c'est Gini que je regarde, et c'est des pays qui, en même temps, ont beaucoup de mobilité sociale, où la corrélation entre le revenu des enfants et le revenu des parents est faible. Et vous voyez que là, vous avez les pays, ce qui est formidable, c'est que vous voyez les pays auxquels vous vous attendez. Vous avez les Scandinaves. Voilà, quels sont les pays qui ont des Gini faibles et de la mobilité sociale élevée? Eh bien, c'est la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark. Après, vous avez l'Allemagne, le Canada. Nous, on n'est pas très bons. Hein. C'est intéressant, la France, un pays où les impôts sont tellement élevés, eh bien, ça n'a pas suffi à nous mettre dans une bonne position dans cette courbe-là, puisque vous voyez qu'en France, la mobilité sociale est assez faible et finalement, le Gini est assez élevé. Voilà. Et alors là, vous avez évidemment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ici, vous y seriez, on s'y attendait. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a une relation, qu'en fait, c'est une relation de corrélation. On a l'impression que davantage de mobilité sociale va de pair avec moins d'inégalité globale. On appelle ça la courbe de Gatsby le Magnifique. C'est comme ça, voilà. D'accord? Alors ça, vous me direz, c'est les pays. Voilà, c'est très global. Mais en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est que cette courbe de Gatsby le Magnifique, des collègues à moi, dont Raj Chetty et ses co-auteurs, il y a toujours plusieurs co-auteurs qui changent d'un papier à l'autre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé la mobilité sociale dans des zones, vous voyez, dans des zones d'emploi, dans des commuting zones, dans des zones, comment je traduirais commuting zone, hein, zone d'emploi, je dirais chez nous, dans les zones d'emploi. Donc c'est très fin et c'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait parce qu'ils ont regardé la mobilité sociale vraiment à un niveau très très fin pour toutes les États-Unis. Moi, j'ai été chez un co-auteur de Chetty qui s'appelle John Friedman, fils de Ben Friedman, qui était mon collègue à Harvard. Et vous pouvez leur dire, voilà, j'habite, par exemple, je ne sais pas, la banlieue de Boston. Moi, j'étais à Cambridge, qui est à côté de Boston, et à côté, il y a Somerville. Et bien, vous passez de Cambridge à Somerville, et bien, ça change la mobilité sociale. Ils peuvent vous dire même la rue. Est-ce que tu habites Trowbridge Street et Kirkland? Mais si tu passes de Kirkland à City Line, et bien, déjà, la mobilité sociale va chuter. C'est extraordinaire. Ils ont une représentation de la mobilité sociale au millimètre, quoi. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est qu'il reconstitue la courbe de Gatsby le Magnifique. Alors évidemment, vous direz tout à l'heure, elle était croissante, et là, elle est décroissante. Parce que là, en ordonnée, j'ai une mesure de mobilité sociale. Tout à l'heure, j'avais une mesure inverse de mobilité sociale. Mais en gros, il montre que les endroits, les zones d'emploi
où vous avez le plus de mobilité sociale, vous avez moins d'inégalité globale. Alors, il n'y a pas de causalité pour le moment. Ils voient très fortement cette corrélation. Donc, c'est intéressant. J'ai ces 3 types de mesures, mais quand même, ces deux-là ont l'air d'être assez reliés, vous voyez. Donc, ça, c'est intéressant en soi. Mais alors, la chose qui est intéressante aussi, est-ce que je vais trop vite? Je vais trop vite? Un peu vite? Donc, vous voyez, voilà. Donc, on a l'impression que les endroits où la mobilité sociale est plus grande, là, ça va de pair, ça a l'air d'être des endroits où les inégalités globales sont plus faibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut vouloir s'interroger sur la relation entre mobilité sociale et le Top 10 Inequality. Donc, ça, ce que je présente là, ça vient d'un papier qui est publié dans le QJI, dans le Quarterly Journal of Economics 2014, d'accord, c'est un papier très important sur la mobilité sociale qui est maintenant un peu le state of the art en matière de mobilité sociale. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que par contre, ce n'est pas du tout pareil avec la part des revenus du top 1%. Vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que là, je représente toujours la même mesure de mobilité sociale en ordonnée, mais en abscisse, je représente la part du revenu du top 1%. Donc des points qui sont plus à droite, c'est des points plus inégalités en termes d'une part plus élevée du top 1%. Et là, vous voyez qu'il y a une corrélation plutôt positive, c'est-à-dire que les endroits qui ont plus de mobilité sociale tendent à être des endroits avec la part du 1% qui est plus élevée. Vous voyez comme quoi cette mesure-là, le top 10 ou le top 1, c'est très différent de ces mesures globales. Vous voyez ce que je veux dire? Elles n'ont pas les mêmes... Voilà, donc il y a toute la question, est-ce que je dois être obsédé par le top 1 ou pas? Si moi vous me dites, je réduis les inégalités globales et j'augmente la mobilité sociale, mais le top 1 augmente, bah, moi je trouve que ce n'est pas si mal. Mais il y en a d'autres pour qui vous voyez que c'est inacceptable. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous montre ces différentes mesures. D'accord? C'est intéressant quand même, non? Ce contraste. Ça vous fait vraiment prendre conscience du fait que vous ne pouvez pas juste dire inégalité, vous dire, allez, mon coco, c'est quoi? C'est global, top 10, top 1 ou mobilité sociale, d'accord? Voilà. Ah oui, donc ça termine cette partie. Bon, là, je passe. Donc ça, c'est juste pour vous échauffer. C'est un échauffement, vous voyez? D'accord? Maintenant, on va rentrer dans le dur maintenant. Alors, Skill Bias Technical Change. Alors moi, je vais m'intéresser pour le moment à essayer de comprendre l'évolution de l'inégalité globale, d'accord? Donc, je vous ai montré qu'il y avait à la fois les inégalités globales qui avaient augmenté et le top income. Eh bien, je vais regarder l'un après l'autre. Et quand je vais parler de l'autre, je vais parler de Piketty, et je vais vous montrer ce qu'il a fait, qui est considérable, et après, je vais m'autoriser à poser quelques petites questions, d'accord? Pour que c'est plus amusant quand même, hein. D'accord, voilà. Très bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser à l'augmentation du skill premium depuis 1980. En gros, si on regarde de très près, ça c'est une courbe qui vient des travaux de auteur Katz-Kruger, il montre qu'en fait, si vous regardez, donc ce que vous avez là, c'est le salaire moyen des gens qui ont un diplôme universitaire divisé par le salaire moyen des gens qui se sont arrêtés au secondaire. D'accord? C'est ce que je vous avais dit, le WS sur WU. S pour skilled, U pour unskilled, d'accord, qui vous donne une mesure, c'est une mesure d'inégalité globale. D'accord, donc c'est ça que je regarde, d'accord, et je regarde comment cette mesure a évolué. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'en gros, il n'y a pas vraiment, bon, ça monte et ça descend, mais il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle de trend jusque-là. Et là, en 70, ça baisse vraiment. Et après, à partir de fin 70, ça augmente terriblement, beaucoup plus que ça n'a baissé. Vous voyez? Et ce que je veux comprendre, c'est ça et ça. Et c'est d'autant plus un puzzle, j'en avais parlé la dernière fois, c'est d'autant plus une énigme que l'offre relative de travail qualifié qui est représentée par cette courbe-là, elle ne cesse d'augmenter pendant la période. Donc normalement, si l'offre relative de travail qualifié augmente, l'effet immédiat devrait dire je réduis la rareté du travail qualifié, et ce que j'aurais dû observer, c'est une baisse prolongée du skill premium, d'accord? Or, j'observe qu'au contraire, il se met à augmenter très fort, d'accord? Alors, comment expliquer ça? Alors, il y a eu d'abord des premières tentatives d'explication, et les tentatives d'explication n'ont pas été... Par exemple, il y a eu des collègues à Sussex, Adrian Wood et des gens comme ça, qui ont essayé de parler de l'explication commerce. Et puis, il y a d'autres qui ont parlé de la désyndicalisation.
Et puis d'autres qui ont dit, mais non, ça a à voir avec le progrès technique biaisé vers la qualification, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais skill biased technical change. C'est qu'en fait, il y a eu accélération d'un progrès technique qui est biaisé en faveur des travailleurs qualifiés contre les travailleurs non qualifiés. Donc juste, je veux dire 3 mots là-dessus. Donc d'abord, l'explication échange. C'était une explication très attrayante parce qu'elle est simple. C'est de dire en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a, dans les années 80, on libéralise les échanges avec des pays en développement, d'accord? Donc en fait, eh bien, ça veut dire qu'en fait, eh bien, on importe les biens qui requièrent du travail non qualifié, eh bien, ils vont être produits surtout, on va les importer des pays émergents, vous voyez? Et donc, la demande pour ces produits chez nous va baisser, puisqu'on va les importer, d'accord? Donc, il y aura une baisse de la demande relative pour le travail non qualifié chez nous, puis il est plus cher chez nous que dans les pays en développement. Par contre, il y aura une hausse de la demande relative pour le travail qualifié, parce que nous sommes mieux pourvus en travail qualifié que les pays émergents. Donc la globalisation fait que chacun se spécialise. Eux se spécialisent dans la production des biens qui requièrent du travail non qualifié, et nous, on se spécialise dans la demande de biens qui requièrent du travail qualifié. Donc la demande de travail qualifié chez nous va augmenter, et la demande de travail non qualifié va baisser. Ça va pousser vers l'augmentation du skill premium. Voilà, c'est simple hein, comme explication. Vous suivez ce que je vous dis? Malheureusement, ça ne marche pas. Voilà. C'est bête, hein, la vie. Hein. Les explications, c'est sympa, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et ça ne fonctionne pas très bien parce que, d'abord, Krugman fait observer qu'à l'époque, alors ça a changé depuis, moi je pense que maintenant ça fait partie de... Mais à l'époque, ce n'était pas l'explication première, parce que les échanges des États-Unis avec les pays en dehors de l'OCDE ne représentaient à l'époque, aux années 70, début 80, que 2% du PIB américain. Et ensuite, eh bien, on a observé que la demande relative pour le travail qualifié a augmenté dans tous les secteurs, à la fois les secteurs qui étaient concurrents de biens produits dans les pays émergents ou de secteurs qui n'étaient pas en concurrence avec les pays émergents. Vous voyez, ce n'était pas un effet juste de demande. Donc c'est ça qui était intéressant. La baisse des prix des biens moins intenses en travail qualifié par rapport au prix des biens des plus intenses, on ne l'observe pas. Et le travail dans le pays développé, il est réalloué dans tous les secteurs vers le travail qualifié, mais pas forcément ce n'est pas une réallocation d'un secteur à l'autre. C'est au sein de chaque secteur, on tend à demander davantage de travail qualifié, que le secteur soit ou non exposé à la concurrence internationale. Et ceux qui ont vraiment mis ça en évidence, c'est trois auteurs. C'est ces noms-là que je vous mets une fois pour toutes. Je vais les mentionner tout à l'heure, mais c'est un papier très important que, évidemment, Bronwyn connaît, évidemment, qui est au premier rang. Et c'est eux vraiment qui ont montré cette chose-là. Ils ont dit, mais voyez, la réallocation dans tous les secteurs, qu'ils soient ou non exposés à la concurrence des pays émergents, la demande augmente vers le travail qualifié. Ce n'est pas une histoire de spécialisation internationale. Alors, ça a renforcé, c'est un facteur renforçant, mais ce n'est pas la base de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pas à ce moment-là de l'histoire, pas en années 80. Alors, il y a une autre histoire qui est la syndicalisation. En général, par exemple, Richard Freeman, qui était aussi mon collègue à Harvard, a fait des travaux très intéressants qui montrent que la syndicalisation va de pair avec la compression des salaires. En gros, l'idée, c'est que le syndicat négocie les salaires de tout le monde avec des grilles, et ça tend à comprimer l'échelle des salaires. Voilà. Et donc, si on désyndicalise, eh bien on se débarrasse de cette contrainte, voyez, et donc on tend à moins comprimer les salaires quand il y a désyndicalisation. C'est assez attrayant comme explication. Et on dit, ben voilà, vu de loin, Reagan, Thatcher, ils tapent sur les syndicats, ils affaiblissent ces syndicats, donc ce n'est pas étonnant. Comme les syndicats compriment les salaires et que Reagan et Thatcher tapent sur les syndicats, eh bien, ce n'est pas surprenant qu'il y ait augmentation des inégalités de salaire. Vous voyez ? C'est ça le raisonnement. Hein. Malheureusement, ça ne marche pas. Ce n'est pas le facteur de base. Je vais vous expliquer le problème avec cette explication. Ce n'est pas qu'elle est totalement fausse, mais ça ne peut pas être l'explication la plus fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cohérence temporelle. En Grande-Bretagne, la hausse des inégalités de salaire commence dès le milieu des années 70, avant l'arrivée de Mme Thatcher. Et la part des travailleurs syndiqués, elle augmente jusqu'aux années 80. Donc, ça ne peut pas être ça. Vous voyez, les syndicats continuent à être forts, alors même que l'augmentation des inégalités de salaire
commence à partir du milieu des années 70. Et aux États-Unis, la désyndicalisation commence bien plus tôt, dès les années 50. Et les inégalités salariales étaient encore relativement stables. Elles ne se mettent à augmenter vraiment qu'aux années 80. Donc vous voyez, il y a un problème de timing. Que ce soit un facteur renforçant, oui, mais que ce soit ça la source du problème, non. D'accord? Donc il faut chercher autre chose. Et le autre chose, eh bien, c'est eux qui vous le disent. On retourne chez nos amis, et c'est eux qui vous donnent la réponse. Ils vous disent, voilà, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, eh bien, il y a une corrélation très forte entre, d'une part, l'augmentation de la demande relative pour les travailleurs qualifiés dans un secteur ou dans une entreprise et l'augmentation des dépenses de recherche-développement et les achats d'ordinateurs. Ils se rendent compte que là où il y a augmentation des achats d'ordinateurs et augmentation des dépenses de R&D, c'est là qu'on observe que la demande relative pour les travailleurs qualifiés augmente. Voyez? Donc c'est vraiment, ça a à voir avec un progrès technique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés. Voilà, c'est vraiment eux qui mettent le doigt sur le bon coupable. Et à partir de là, on commence, d'accord? Voilà, alors, je suis sympa de le mentionner, lui. Voilà, bon, bref. Donc, il y a une étude très importante aussi qui dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que dans les années 80, eh bien, il y a eu une accélération du progrès technique, notamment incorporé au capital. Parce que vous savez que je vous avais dit, quand j'ai le prix du capital, je peux regarder le capital pondéré par la qualité des biens, par la productivité du capital. Et ce qu'on observe, c'est que pondéré par la qualité, eh bien, la baisse du prix du capital s'accélère à partir du début des années 80. C'est ça qu'eux montrent. Donc, eux, ils disent, qu'est-ce qu'on observe? On observe une accélération dans la baisse du prix de capital pondéré par la qualité du capital. Ça veut dire qu'il y a accélération du progrès technique incorporé au capital. Et ils disent, le capital, il est complémentaire du travail qualifié et il se substitue au travail non qualifié. Comme les robots, vous voyez. Les machines sophistiquées, elles remplacent des travails non qualifiés, mais vous avez besoin de gens qualifiés pour les mettre en marche, pour les faire fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, vous voyez qu'il y a accélération du progrès technique incorporé au capital. Or, le capital est complémentaire du travail qualifié et il est substituable au travail non qualifié. Donc ça, forcément, ça va faire que le prix du travail qualifié va augmenter par rapport au travail non qualifié. Vous voyez? Et ça, c'est comme ça qu'ils montrent l'évident. La question, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette accélération. Donc, eux montrent, en regardant l'évolution du prix du capital et en postulant que le capital est complémentaire du travail qualifié et substituable au travail non qualifié, eh bien, ils disent, la source du problème, c'est que c'est bien Berman-Bandgrélikes, et en plus, il y a eu accélération du progrès technique biaisé vers la qualification. Donc maintenant, on sait davantage où il faut chercher. On sait que ça a à voir que l'augmentation des inégalités, ce qui a inversé la courbe de Kuznets, si vous voulez, ça a à voir avec le progrès technique biaisé, et on sait que ça a à voir avec l'accélération de ce progrès technique biaisé à partir du début des années 80. Question, pourquoi il y a eu accélération? D'accord? Vous êtes toujours vivant? Vous êtes formidable. Formidable. Bon. Alors, pourquoi il y a eu accélération? Là, il y a deux types d'explications, et je vais vous les dire en parlant. Une manière de... vous voyez, je vous avais fait le diagramme. La première, c'est ce qu'on appelle la taille du marché. En anglais, on dit market size and directed technical change. C'est développé par mon ami Daron Acemoglu, qui est à MIT. Et l'autre, c'est les vagues technologiques que nous avons vues la dernière fois. Et ça, vous le connaissez. Je vais répéter ce que je vous ai dit la dernière fois. Comme ça, on retombe un peu sur nos pieds. D'accord? Alors, je vais commencer par l'explication d'Acemoglu. Acemoglu, qu'est-ce qu'il vous dit? Acemoglu, il vous dit, voilà, qu'est-ce qui se passe entre là et là? À ce moment-là, pourquoi il y a cette décroissance des salaires? Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'est-ce qui se passe au début des années 70? C'est l'arrivée du baby boom generation sur le marché du travail. Tout d'un coup, vous avez cette masse de gens nés après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Ces gens-là sont plus qualifiés que leurs prédécesseurs. Pourquoi? Parce que, en particulier, je pense pendant les guerres, on devient un peu plus socialiste, on éduque un peu tout le monde, mais l'idée surtout, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, on a payé l'éducation des familles de vétérans.
des enfants de familles de vétérans. Il y a eu tout un mouvement pour financer l'éducation. Donc au total, cette génération du baby-boom, elle est plus qualifiée que les prédécesseurs et elle arrive en masse sur le marché du travail au début des années 70. D'accord ? Donc l'effet immédiat, c'est de réduire la rareté du travail qualifié. D'accord ? Et c'est pour ça que vous avez cette baisse. C'est pour ça que vous avez cette baisse du skill premium là. Vous voyez ? C'est un effet de rareté. Tout d'un coup arrivent plein de gens qualifiés, c'est moins coûteux d'avoir quelqu'un de qualifié chez vous. Donc le salaire de qualifiés relativement qualifiés baisse. Et pourquoi alors ça s'inverse ? Alors Acemoglu, il dit la chose suivante. Il dit parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de gens qualifiés, ça motive les innovateurs. Un innovateur, il peut soit innover pour construire une nouvelle machine qui travaille avec des gens qualifiés, ou pour construire une nouvelle machine qui travaille avec des gens non qualifiés. Si je sais qu'il y a beaucoup de gens qualifiés, je vais faire beaucoup plus d'argent en innovant sur une machine qui travaille avec des gens qualifiés. C'est ce qu'on appelle un market size effect. Je vais là où la taille du marché est le plus importante. Vous voyez ce raisonnement ? Vous voyez, je vais là où il y a de l'argent à gagner. Hein ? Voilà, attendez, je vais effacer là. Je vais effacer. C'est ce qu'on appelle le market size effect, d'accord ? Donc, je vais typiquement, comme il y a beaucoup de travailleurs qualifiés, eh bien, je vais innover sur des machines qui travaillent avec des travailleurs qualifiés. Parce que j'aurai beaucoup plus de chances de vendre ma machine. J'aurai un marché beaucoup plus gros. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à ce moment-là, eh bien, le changement technique se dirige vers des machines qui vont avec des travailleurs qualifiés. Mais comme vous avez des très bonnes machines avec des travailleurs qualifiés, vous voyez, un bon conducteur de train, il a un TGV à conduire, eh bien, sa productivité va augmenter comparée à la productivité des travailleurs non qualifiés. Et ça va faire repartir le skill premium. Vous voyez, donc c'est un phénomène d'innovation induite. C'est que quelque part, comme vous avez beaucoup de travailleurs qualifiés, ça va rediriger le changement technique, ça va rediriger l'innovation vers l'invention de nouvelles machines qui sont faites pour travailler avec des travailleurs qualifiés, qui augmentent la productivité des travailleurs qualifiés. Et donc, vous allez avoir, eh bien, les travailleurs qualifiés vont avoir de bien meilleures machines pour travailler avec que les travailleurs non qualifiés. Ça va augmenter leur productivité et donc ils vont en retirer un salaire supplémentaire. Ça, c'est l'explication d'Acemoglu. D'accord ? L'autre explication, c'est l'explication par les vagues technologiques. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il y avait la vague de l'Internet, par exemple, la vague IT, et la vague IT, eh bien, elle fait qu'à un moment donné, vous voyez qu'il y a toujours la phase d'accélération. Donc moi, c'était les vagues technologiques. Et dans la vague technologique, là, je vous avais dit, là, on avait repris, on avait vu Paul David et tout ça, et on va montrer qu'il y a toujours une forme logistique que vous avez toujours, d'accord ? Vous avez toujours une phase d'accélération dans la diffusion d'une technologie générique. Qu'est-ce qui se passe du coup ? C'est comme, mettons, les ordinateurs, vous avez besoin de gens qualifiés pour les installer. Eh bien, à un moment donné, il y a accélération dans la diffusion des ordinateurs. Et là, vous avez une énorme demande. Même si l'offre de travail qualifié augmente, la demande augmente beaucoup plus vite que l'offre. Et ça, c'est l'autre explication. Donc, vous avez devant vous deux explications. Vous avez Acemoglu et celle-là. Alors, il y a débat. Laquelle vous croyez-vous ? Voilà, je n'ai pas le temps de vous demander à tous, parce que vous êtes là. Quelle est l'explication à laquelle vous croyez ? Il y a un problème avec Acemoglu. Donc, Acemoglu, je vous redis, voilà, l'intensité d'innovation dépend de la taille du marché. Les entrepreneurs décident non seulement de l'intensité de leur effort de R&D, mais de sa direction, d'accord ? Le baby-boom a produit une génération mieux éduquée, donc plus qualifiée que les générations précédentes. Les entrepreneurs ont réagi à l'entrée de la génération du baby-boom en se concentrant leur effort de recherche sur l'invention de machines qui sont opérées par des travailleurs qualifiés. Et donc, ça, par suite, la productivité des travailleurs qualifiés a augmenté plus vite que celle des travailleurs non qualifiés, d'où l'augmentation du skill premium. Ça, c'est l'explication d'Acemoglu. D'accord ? Et le problème de l'explication d'Acemoglu pour moi, mais ça, on peut débattre, c'est que les gens peuvent se dire, mais il y a eu d'autres épisodes dans l'histoire des États-Unis où l'augmentation de qualification augmentée, il y a eu ce qu'on appelle le High School Movement dans les années 20. Et quand il y a eu le High School Movement, on n'a pas observé à ce moment-là qu'il y ait eu une augmentation du skill premium aussi importante. Donc pourquoi why is this time different ? Pourquoi ça s'est passé cette fois-ci différemment des années 20 ? Dans les deux cas, on a une augmentation de l'offre de travail qualifié. Et cette fois-ci, ça vous donne une augmentation de skill premium, mais avant, ça ne vous le donne pas.
Voyez, donc voilà, et c'est Goldin Katz qui vous disent, exemple des années 20 aux États-Unis, hein, le High School Movement, et vous ne voyez pas les mêmes conséquences salariales que vous voyez avec. Donc ça n'invalide pas nécessairement la théorie d'Acemoglu, mais ça la remet en question historiquement. D'accord? Et donc vous voulez une explication plus historique, et l'avantage, c'est que les vagues technologiques, eh bien, elle vous dit, ben voilà, là, il y a eu la vague du IT, on sait quand est-ce qu'elle a eu lieu, et c'est pour ça que, voilà, et peut-être que le IT est différent de l'électricité. Dans les années 20, c'est l'électricité, peut-être que l'électricité, ça vous a permis d'employer beaucoup de hand skills, parce que vous avez eu le Fordisme, vous vous souvenez, j'ai parlé du Fordisme la dernière fois, hein, tandis que le IT, c'est surtout quelque chose qui utilise des travailleurs qualifiés, quoi. Voyez, donc peut-être on peut vous dire qu'il y a une différence entre la vague, de ce point de vue-là, entre la vague IT, entre la vague d'éthique, si vous voulez, et la vague électricité. La vague électricité, peut-être surtout, c'était pour employer beaucoup plus de gens en skill sur des chaînes, et tandis que la vague IT, c'est une vague qui est peut-être beaucoup plus, voyez, en demande de travail qualifié. En tout cas, on peut se poser la question. Mais là, au moins, on le voit en termes de vague technologique, la dimension historique revient. Le problème de l'explication d'Acemoglu, c'est qu'elle est assez mécanique et qu'on ne voit pas bien pourquoi, cette fois-ci, vous avez augmentation du skill premium et dans les années 20, vous n'avez pas. Alors peut-être que la sienne est complémentaire, peut-être qu'il y a quelque chose avec la vague et l'explication d'Acemoglu sont complémentaires, mais la sienne seule ne me permet pas de comprendre pourquoi le High School Movement n'aurait pas eu la même conséquence que le Baby Boom Effect. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est ouverte. Je laisse à votre... Vous voyez, il y a débat sur ces choses-là. D'accord? Et on débat entre nous. Voilà. Donc voilà. Alors, vous voyez, les vagues technologiques, je vous avais montré la dernière fois. Vous voyez, ça, c'est vraiment Paul David. Et vous voyez, enfin, ça, c'est tiré de l'article de Jovanovic Rousseau. Et vous voyez l'accélération dans la diffusion voyez, de la technologie d'électricité. Donc, dans ces moments-là, vous avez typiquement quand même besoin de plus de travail qualifié. Et donc, voilà. Alors, il y a une dernière raison qui est donnée, c'est qu'indépendamment de ça, Goldin et Katz ont écrit un livre récent et ils disent c'est vrai qu'il y a eu sans arrêt augmentation de l'offre de travail qualifié, mais cette offre s'est ralentie. Voyez, donc elle a augmenté sans cesse, mais eux vous disent, à partir du bout des années 80, vous voyez que le ratio collège-high school workers se ralentit. La croissance est toujours là, mais elle se ralentit. Alors pourquoi elle se ralentit? Est-ce que c'est parce que le prix de l'université, vous savez que ça coûte très cher d'aller à l'université aux États-Unis? Est-ce que c'est la flambée de ce qu'on appelle les tuitions ou les frais universitaires? Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a eu ralentissement dans l'augmentation de l'offre de travail qualifié. Ça, c'est certainement un facteur qui a aggravé, qui a voyez, accentué l'augmentation du skill premium. Voilà. Et alors la question, c'est pourquoi aux États-Unis il y a eu ce ralentissement? Est-ce que c'est parce que simplement c'est plus cher de s'éduquer? Est-ce qu'il y a d'autres raisons plus profondes? Donc là, à nouveau, il y a débat sur cette question. Voilà. Voilà où on en est pour le moment. Vous êtes savants, là, c'est bon? Oui? Donc, on est d'accord, jusqu'à on a dit quoi? Voilà, on a regardé, on a vu Kuznets au début. On augmente et on baisse. Alors, ensuite, je vous ai dit, mais regardez, il y a une inversion. Vous voyez, il y a une inversion, notamment sur le skill premium qui augmente. J'ai dit, le skill premium augmente. Est-ce que ça peut être le commerce? Ce n'est pas très convaincant, ça ne peut pas être la raison première. Est-ce que ça peut être la désyndicalisation? Ce n'est pas convaincant comme raison première. Je vous ai montré que c'est le skill bias technical change, c'est-à-dire le progrès technique biaisé en faveur de la qualification. Et la question, c'est de savoir pourquoi il s'est accéléré. Et là, j'ai dit, il y a une histoire qui est Acemoglu, c'est-à-dire tout d'un coup, comme il y a plus de travailleurs qualifiés, eh bien, on redirige l'innovation vers des machines qui travaillent avec des travailleurs qualifiés. Et l'autre explication, c'est la vague technologique, d'accord? Donc ça, c'est là où on en est pour le moment. Alors, ce qui est intéressant avec la vague technologique, c'est que ça réhabilite Kuznets. Vous vous souvenez que l'explication que je vous ai donnée sur Kuznets, c'était la transition de l'économie rurale vers l'économie urbaine. Vous vous souvenez de ça? Et les gens ont dit, mais voyez, Kuznets, ça ne marche pas parce qu'il vous dit que l'inégalité doit baisser à un moment donné, puis vous voyez, elle a réaugmenté. Mais ce qui est sympa avec l'explication des vagues technologiques, c'est que ça réhabilite Kuznets. Mais au lieu que ce soit la transition de l'économie rurale vers l'économie urbaine, c'est la transition d'une ancienne General Purpose Technology vers une nouvelle General Purpose Technology. Chaque fois que vous avez ça, vous recommencez une courbe de Kuznets. Donc, quelque part, on réhabilite Kuznets. Mais au lieu de voir Kuznets comme une seule transition du rural vers l'urbain,
vous vous dites, chaque fois que j'ai une nouvelle General Purpose Technology, je suis reparti. Je remets la même dynamique Kuznets en œuvre. Et l'inégalité va augmenter maintenant qu'on diffuse le IT, mais à un moment donné, elle va rebaisser. Et puis il y aura une nouvelle General Purpose Technology qui va refaire repartir les inégalités. Donc ce qui est attrayant dans l'explication Sieht-Avac technologique, c'est qu'elle réhabilite Kuznets, mais il faut la réinterpréter. Il faut réinterpréter Kuznets autrement. Au lieu de penser qu'il n'y a qu'une seule transition du rural vers l'industriel, il y a chaque fois que vous avez une nouvelle General Purpose Technology, chaque fois que vous avez une nouvelle technologie générique, eh bien vous remettez en mouvement une dynamique à la Kuznets. Vous voyez bon, ça, voilà. Vous suivez ce que... Oui, levez la main, hein, si vous... Bon. Je crois que je vais trop vite. Je ne sais jamais si je vais trop vite ou pas. Moi, je vais faire le matériel que je dois faire, puis après, Alors maintenant, on va... Ah oui, alors voilà, donc je passe là. Alors là, maintenant, je vais passer à cette partie. Alors le problème, c'est que il est 45. Il se peut qu'on termine avant la fin. J'ai préparé... Je vais trop vite aujourd'hui. Ça va? Bon, on commence? Vous êtes OK? Je vais y aller doucement, hein? Plus doucement. Doucement, oui, je sais bien que ça peut... Alors, animation, diaporama. Alors, je vous avais parlé de l'évolution du Gini, ou des inégalités globales, d'accord? J'ai essayé de comprendre pour le moment pourquoi les inégalités globales se sont remises à augmenter depuis les années 80, d'accord? Donc, j'ai parlé du skill premium, et je vous ai parlé du skill bias technical changed, et voilà, et des différentes explications pour lesquelles il y aurait eu accélération dans l'augmentation du skill premium depuis le début des années 80. D'accord? Donc ça, j'ai fait ça. Donc j'ai parlé de global inequality. Donc ça, j'ai déjà... Ça y est, ça, on a expliqué. D'accord? Ça, c'est fait. Je peux cocher cette case. D'accord? Maintenant, je passe à celle-ci. D'accord? Maintenant, je vais regarder le top inequality, le top income inequality, c'est-à-dire l'évolution de la part des revenus des gens qui gagnent le plus. D'accord? Alors, je vais vous livrer mes propres réflexions, et je vais parler d'abord de ce qui a été fait, et vous livrer mes propres réflexions là-dessus. Alors, le problème, c'est que vraiment, j'ai peur de terminer trop tôt. Non, vous ne croyez pas que je vais finir un peu tôt? J'ai peur de finir un peu tôt. Bon, écoutez, je fais ce que je fais, hein, et après on s'arrêtera. Voilà, ça c'est le livre dont il est question, d'accord? Donc ça, vous avez entendu parler, d'accord? Ça c'est la version française, d'accord? Et qui résume une grande partie de ses travaux, d'accord? Et en gros, si vous regardez, donc en gros, que dit Piketty, c'est qu'il dit, voilà, il y a la logique Kuznets, et elle ne s'applique pas déjà au skill premium, mais elle ne s'applique pas non plus au top income, bien que Kuznets n'avait pas regardé le top income, lui. Kuznets n'avait regardé que le Gini. Dans la courbe de Kuznets que j'avais tracée au début, il s'agissait du Gini. Je n'ai jamais parlé chez Kuznets. Kuznets n'a pas calculé le top income. Je crois que la grande contribution de Piketty et Piketty-Saez, c'est de faire des séries longues sur le top income, quoi. Ça, c'est la grande contribution, et elle est incontournable, d'accord? Après, c'est la question, c'est comment j'interprète. Donc moi, je suis complètement Piketty sur la construction de la courbe, sur ce qui est montré. Après, il y a la théorie et les prescriptions. Et là, je décroche, d'accord? Mais vous, peut-être, vous ne décrochez pas et on discutera, d'accord? Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous regardez la part des revenus du top 10 income aux États-Unis, vous voyez que là, ça baisse beaucoup et ça se remet vraiment à augmenter à partir surtout des années 80. Vous voyez, c'est là que ça accélère. Donc, en gros, la courbe de Kuznets, elle se vérifie, plus ou moins, voilà, c'était bas, ça monte pendant la révolution industrielle, ça monte et ça rebaisse. Et la logique Kuznets, si vous regardez le top income, hein, cette fois-ci, et pas la mesure globale d'inégalité, je vais l'effacer, la mesure globale, puisque maintenant, je ne vais m'intéresser qu'au top income, ici pour le moment. Hein. Donc j'efface là, ça j'efface, d'accord. J'efface ce que j'avais mis là, tout ça j'efface, d'accord. Ça j'ai fait, d'accord. Voilà, tout ça j'enlève. Raj Chetty, je reviendrai dessus, donc je n'enlève pas pour le moment. Si je regarde, vous voyez, l'augmentation, donc là, ce qui est très intéressant, c'est que là, l'augmentation que vous aviez eue du top income, là, c'était assez bas dans les début du 19e siècle, ça monte avec la révolution industrielle, et ça baisse jusque-là. Donc, la courbe de Kuznets se vérifie jusqu'aux années 50 aux États-Unis,
Donc Kuznets, quand il fait ça en 55, il considère qu'il a raison. Lui, justement, il est à la meilleure période pour faire sa courbe, d'accord? Malheureusement, ça se détériore 15 ans après, avec une courbe en cloche. Donc, vous aviez eu une augmentation des inégalités avec, d'ailleurs, ça confirme les vagues technologiques, c'est que vous avez une augmentation des inégalités du top income aux États-Unis avec la vague industrielle, avec la première révolution industrielle. Elle vous amène une augmentation également du top income inequality, que vous ne voyez pas là, parce que, vous voyez, là, je suis en 1910, il faut que je retourne là, et aux États-Unis, disons que la révolution industrielle arrive à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, et ça fait comme ça monte, et ça baisse, et ça ne remonte que dans les années 80, la part du top income. D'accord? Donc jusque-là, vous êtes dans un monde complètement kuznetsien. Ça, c'était ma courbe de Kuznets que j'avais faite tout à l'heure, qui était là. Hop, la mis là. D'accord? D'accord? Donc, donc voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que jusqu'aux années 80, vous avez plus ou moins Kuznets, même si vous, au lieu de regarder Gini, vous regardez top income. D'accord? Donc ça, c'est première chose. Mais malheureusement, les choses se gâtent ici, puisqu'à partir des années surtout 80, vous voyez que la part du revenu des 10% qui gagnent le plus, mais j'aurais pu faire la même avec le top 1% ou le top 0,1%, vous voyez que ça se remet à repartir vers le haut. D'accord? Et c'est ça qu'on veut expliquer. D'accord? Voilà. Alors, moi d'abord, pour faire ça, ça veut dire qu'il a fallu construire ces séries. Et avant Piketty, ça n'existait, c'était pas fait. Ça, c'est vraiment lui et SAS qui l'ont fait. Donc déjà, grâce à eux, on peut parler de ces séries. Parce que là, je vous montre un diagramme comme ça. Le travail qu'il y a derrière ça est gigantesque. D'accord? Donc, l'apport gigantesque qu'ils ont fait, c'est de construire ces courbes. Et il n'y avait rien avant. On avait sur le Gini, mais on n'avait pas sur le top income. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ils ont construit ces courbes-là. D'accord? Et après, je vais essayer d'expliquer comment on peut expliquer ça. D'accord? Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est on dépasse, vous voyez, le niveau d'inégalité en termes de top income que nous avions en 1910. Quoi. Vous voyez, c'est intéressant. On a vraiment, donc si on regarde l'ensemble vous voyez, de 1910 à 2010, on a vraiment une courbe en U cette fois. Pas en U inversée comme chez Kuznets, mais une courbe en U. On baisse et on monte. Donc c'est ça qu'on veut expliquer. Alors si vous regardez la France, c'est intéressant parce qu'en France, c'est moins marqué, vous voyez, l'augmentation est moins marquée. Et là, vous pourriez dire que c'est à cause des impôts, mais en fait, c'est même pré-impôt, ça. Pré-impôt, vous voyez même qu'en France, le top vous voyez, parce qu'en fait, vous avez, et on va essayer de comprendre pourquoi en France, eh bien, l'augmentation est moins marquée qu'aux États-Unis. L'Angleterre, c'est plus comme les États-Unis. Mais en France, l'augmentation du top 10% est moins marquée, beaucoup moins marquée qu'aux États-Unis. Donc ça, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Alors, sur les États-Unis, vous avez cet article de 2003 de Piketty-Saez, et donc il dérive des séries longues pour les États-Unis. Alors, comment ils font? Je vais faire ça juste par le début, et ensuite, je vais faire la pause, et on reprendra la deuxième partie. Donc, est-ce que là, vous avez de la concentration? Ça va? Bon, on veut connaître la part du top 10% dans le revenu total. Donc, on veut connaître ce que gagnent les 10% et le revenu total. C'est le rapport entre deux choses. Donc, il faut calculer le revenu total d'abord. Mais le revenu total, c'est les données de comptabilité nationale. Et en fait, on va retourner à Madison. En fait, vous voyez, quand je vous ai calculé le revenu. Donc là, ils prennent chez Madison. Si ça existe, pourquoi s'en priver? Et les autres dont je vous avais parlé, d'accord? Donc vous vous souvenez le premier cours que je vous avais fait. Donc là, pour avoir le dénominateur, ils vont piocher chez Madison et tous les gens dont je vous avais parlé quand je vais regarder l'évolution du PIB par tête ou du PIB au cours du temps, d'accord? La question, c'est le numérateur, c'est-à-dire les revenus du top 10%. Et là, et l'innovation, ils vont utiliser les données de déclaration de revenus pour estimer les revenus dans le haut de la distribution. C'est là que Piketty est allé travailler à Bercy à l'époque. On l'a laissé aller dans les sous-sols de Bercy pour regarder ça, d'accord? Qui de nos jours serait impossible, on ne peut plus faire ça, non, je ne laisse plus aller là. Voilà.
Donc la difficulté, c'est que c'est dur à construire. Pour chaque année, depuis 2013, il faut reconstruire l'ensemble de la distribution des revenus afin de mesurer la part du top 1%. Donc pour chaque année depuis 2013, vous devez avoir la distribution complète des revenus pour pouvoir dire voilà la part du top 10, quoi. Tandis que PIB, c'est le revenu total, c'est facile ça. Dans l'autre, c'est une distribution que vous devez dériver pour dire voilà la part du top des 10% les plus élevés. Vous voyez la différence. Un, je calcule le PIB total, et l'autre, je dois connaître toute la distribution pour dire voilà les 10% qui gagnent le plus, ça s'arrête là, et voilà la part qui gagne dans le total. Alors, comment font-ils? Et je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire comment ils ont identifié le top 10%. Donc ça, c'est là qu'est vraiment la gigantesque contribution. Donc ils ont regardé au niveau des ménages, pas des individus, puisque vous savez qu'en France, c'est les ménages qui déclarent. Ah non, mais ils ont fait ça aux États-Unis aussi, ménages aux États-Unis et France, pour que ce soit homogène, j'imagine. En France, comme aux États-Unis, les données brutes d'impôts ne concernent qu'un sous-échantillon de ménages. Et c'est souvent les plus riches dont on connaît. Parce qu'en fait, pourquoi il y a les déclarations? C'est parce que les gens doivent payer des impôts. Si vous voulez, ils ont utilisé le fait que, pourquoi on a recensé les revenus? Parce qu'on veut lever l'impôt. Donc, on veut d'abord lever l'impôt sur les plus riches. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de connaître le revenu des plus riches pour savoir combien d'impôts ils doivent payer. Malheureusement, on n'a pas le temps de le faire sur tout le monde. Donc, on prend un sous-échantillon, notamment les plus riches, et après, on essaie d'en déduire le revenu des autres. Alors, comment ils font ça? D'accord? Donc, les données brutes ne concernent qu'un sous-échantillon de ménages, et c'est notamment les ménages les plus riches qu'on connaît. Pour estimer le niveau de revenu du top 10%, il faut faire des hypothèses sur la forme de la distribution pour extrapoler le seuil de 10% à partir de ce qu'on sait sur les plus riches, essentiellement. D'accord? Et l'hypothèse que l'on fait, donc là c'est un peu technique, mais je ne veux pas, c'est qu'on postule une forme de la distribution des revenus. Et on dit qu'elle est Pareto, c'est-à-dire que voilà, elle a cette forme-là. C'est-à-dire que le pourcentage de la population dont le revenu est supérieur à X est proportionnel à grand A sur X à une certaine puissance. Et donc ça a cette forme, vous voyez? En haut, ça a cette forme-là. Voilà la distribution des revenus, vous voyez? C'est toujours une forme comme ça. Le pourcentage de la population, donc plus on monte, moins il y a de gens au-dessus. Mais ça baisse à une certaine vitesse. Et on suppose qu'elle est de cette forme-là. D'accord? Donc ce qu'on cherche à estimer, c'est le paramètre K, quoi. C'est à quelle vitesse je vais avec. Est-ce que K c'est 1? Est-ce que K c'est 2? Est-ce que c'est. Vous voyez? J'essaie de savoir à quelle vitesse je descends. D'accord? Donc, en fait, donc, l'administration fiscale fournit les chiffres du nombre de foyers fiscaux par tranche depuis 1913. On peut estimer le paramètre K et en déduire la forme de la distribution des revenus. Donc, je connais, moi, je connais pour les plus riches de combien c'est, je postule une forme comme ça et je dis, ben voilà, quel est le K qui va le mieux matcher ma truc de Pareto? Parce qu'on dit, supposons que ce soit un certain K, il devrait y avoir telle fraction. Comme je peux le calculer sur la base de l'échantillon restreint, je peux dire, voilà, K, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'ils font. Ils disent, je postule une forme, je sais que je suis très précis pour ces gens-là, et donc je vais utiliser la précision sur cette partie-là pour dire quelle est la bonne distribution de Pareto qui va avec ce que je veux, vous voyez. Mais je postule une distribution de Pareto. Comme ça, ce qui fait qu'à partir de l'information que j'ai là, j'en déduis le K. Si j'en déduis le K, ça me dit, eh ben voilà ce que je pense être toute la distribution. Et une fois que je connais toute la distribution, je dis voilà la part du top 10%. Vous comprenez comment je fais? D'accord? Donc je fais de l'inférence. Je prends ce que je sais des plus riches pour inférer quelle est la bonne Pareto, quel est le bon K, quelle est la bonne vitesse à laquelle, vous voyez, et à partir de là, je dis voilà le top 10, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils font. Et c'est le mieux qu'ils peuvent faire. Hein. Voilà. Et à partir de la loi de Pareto estimée, alors on peut estimer le revenu total des ménages du top 10% pour chaque année. Et on divise par le revenu total pour l'ensemble de la population chaque année, et on dérive la courbe qui est là. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. Mais vous êtes obligés parce qu'ils n'ont pas un truc exhaustif jusqu'en 1913 de tout le monde. Vous voyez. Alors plus récent, ils l'ont, mais avant, ils ne l'ont pas. Donc ils sont obligés de boucher les trous. Voilà. Et ils le bouchent comme ça, quoi. C'est comme ça qu'ils font. Voilà. Et ça vous donne cette forme. Alors maintenant, il est 58. Je vais faire une pause et je reprends dans 5 minutes. Voilà.
Alors, donc on arrive à une courbe comme ça. Et maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ces évolutions? Donc il y a beaucoup de leçons à tirer. De la même manière, vous savez que quand j'avais parlé de l'évolution du PIB, on avait vu l'impact des guerres, l'impact des vagues, etc. Ben, c'est un peu la même chose dans la courbe d'inégalité, vous voyez. Et donc, on va parler un petit peu de qu'est-ce que nous dit cette courbe. Voilà, elle nous dit plein de choses intéressantes. Voilà, donc d'abord, ce qui est intéressant, c'est que si je compare France-États-Unis, eh bien, on voit que une grande différence, si vous voulez, entre France et États-Unis, ça vient des super salaires. Vous savez, il y a eu des travaux, justement, vous venez me faire remarquer, puisque j'ai un public impatient, dans le bon sens. Ils veulent déjà que je parle de la deuxième partie dans la première, de Shervin Rosen notamment, et des travaux de mes amis Gabex et Landier, qui ont regardé tout le phénomène des superstars aux États-Unis. Et évidemment, eh bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup plus qu'en France le phénomène des superstars, c'est-à-dire l'explosion de salaires dans les grandes entreprises, etc. Et donc, une des causes, disons, un des facteurs qui sous-tend le fait que l'augmentation du top 10, du top 10 soit plus importante aux États-Unis qu'en France, c'est qu'il y a eu beaucoup plus aux États-Unis qu'en France le phénomène superstar, le phénomène que si je suis à la tête d'une grosse boîte, on n'a aucune restriction sur les écarts de salaire. Et maintenant, peut-être avec Air France, ça va changer, ou avec d'autres endroits. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est intéressant. L'émergence des super salaires aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Voilà, et ça, c'est les carrés. Vous voyez la part du décile supérieur des salaires dans la masse salariale, et ça, c'est aux États-Unis. Vous avez cette croissance, ça, c'est la part des revenus. Et vous voyez que les salaires suivent le même. Et si j'avais la même chose en France, ben, j'obtiendrais quelque chose de beaucoup plus plat en France sur les salaires. Je n'ai pas du tout cette augmentation vous voyez, les top salaires, les 10% qui gagnent le plus en France en termes salaire, représentent beaucoup moins leur importance dans le revenu total a beaucoup moins augmenté qu'aux États-Unis. Parce que vous n'avez pas ce phénomène, vous avez beaucoup moins eu ce phénomène de superstar. Vous voyez là, par exemple, en France, c'est intéressant. Donc ça, c'est la courbe aux États-Unis. Vous voyez, ça monte très fort. Et aux États-Unis, que ce soit là, la part du top 10 des revenus dans le revenu ou la part du top 10 des salaires dans la masse salariale, les deux, vous voyez, augmentent beaucoup moins en France, alors les deux augmentent beaucoup plus fortement aux États-Unis. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Voilà. Donc ça, donc vous voyez, en France, vous avez une grande stabilité des inégalités salariales, alors qu'aux États-Unis, vous avez une explosion des hauts salaires. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'accord, dans la comparaison France-États-Unis. Alors, donc on essaiera de regarder tout à l'heure, d'essayer d'expliquer pourquoi. Alors, il va se poser la question, mais ça j'irai tout à l'heure, comment expliquer l'augmentation de la part du top 10 dans le revenu. Et là, j'ai une divergence avec Piketty, c'est que moi je pense que l'innovation est un des facteurs. Dans le monde de Piketty, il n'y a pas d'innovation. Il est dans un monde purement solo, un modèle d'accumulation de capital, et dans son monde à lui, il n'y a pas, et je vous parlerai de son explication à lui. Mais moi, je crois beaucoup que l'innovation joue un rôle très important, et qu'il y a une prime à la qualification et qu'il y a une prime à l'adaptabilité. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois. Les gens adaptables ont un gain, les gens qualifiés ont un gain, les innovateurs eux-mêmes gagnent. Si vous avez une innovation qui marche bien, Piketty, il a fait beaucoup d'argent en vendant son livre dans le monde entier. Vous savez, ça s'applique à lui-même. Voilà. Vous voyez, lui-même est un exemple. Vous voyez, voilà. C'est vrai. C'est micro-évidence. Hein, voilà. Voilà. Donc, alors je vais vous parler maintenant de la part, au lieu de parler simplement de la part du 10%, il y a autre chose que Piketty a regardé beaucoup, c'est le ratio entre le patrimoine et le revenu. Et là, il y a notamment un papier de Piketty-Zuckman, 2014. Et ce qu'ils ont fait, c'est suivre sur une période longue l'évolution du rapport, du ratio entre le patrimoine privé et le revenu national. Et ils ont relié son augmentation à ce qu'ils pensaient être l'augmentation, au fait qu'eux, ils supposent que l'important, c'est R, c'est le taux d'intérêt, donc la rémunération du capital, et G, c'est le taux de croissance. Et pour eux, le fait que R soit plus grand que G, eh bien, est une cause
de cette explosion dans le ratio entre patrimoine et richesse et revenu national. Donc je vais revenir à tout ça, et c'est ça que je vais questionner. Là, je ne suis plus tellement. Voilà, je vais vous expliquer mes doutes, voilà, qui ne sont peut-être pas fondés. Hein, voilà. Alors le patrimoine, en gros, le patrimoine, la richesse, lui, il appelle ça le capital. Moi, je dis patrimoine. C'est le total des actifs non financiers, terrains, bâtiments, machines, et des financiers détenus par les ménages et les institutions à but non lucratif au service des ménages, net des passifs financiers. Donc, en gros, c'est le total des actifs immobiliers et mobiliers, quoi, d'accord, net des dettes, voilà. Ça, c'est le patrimoine. Le revenu national, c'est le PIB, moins la dépréciation du capital, plus les revenus étrangers nets, qui est en général négligeable. Hein. C'est essentiellement le PIB, d'accord, voilà, moins la dépréciation du capital. Et ce qu'on est intéressé, donc, au ratio K sur Y et son évolution au cours du temps, d'accord. Donc, je suis intéressé par le ratio K sur Y et son évolution au cours du temps. D'accord. Et donc, les auteurs vont se concentrer sur des moyennes décennales, 10 ans par 10 ans. Donc, si vous regardez, donc voilà, et par exemple, ils font les moyennes toujours au début de la période, hein, d'accord, au début de la période de 10 ans. Voilà, donc s'ils regardent, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent que si vous regardez, que ce soit pour la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, eh bien, depuis les années, notamment depuis les années 70, mais ça commence un peu avant, vous avez, donc c'est très intéressant de regarder, vous avez, disons, si vous regardez depuis le début du XXe siècle, vous avez cette courbe en U, voilà. Ça, c'est du ratio K sur Y, donc K, c'est le patrimoine privé, qui est actif immobilier plus actif immobilier moins la dette, hein, et revenu national, qui est essentiellement le PIB moins dépréciation du capital, d'accord. Voilà, donc ça, en gros, c'est un stock et l'autre est un flux, quoi. Le K est un stock et le Y, on peut dire que c'est un flux, hein, d'accord, un flux de revenus. Donc, on voit une courbe en U. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant, c'est assez plat. Ici, vous avez quelque chose d'assez plat, de 1870 à 1910. Et vous avez un capital privé qui représente 6-7 ans de revenu national, vous voyez. Et puis, alors, vous observez une chute en 2 temps, une première et une deuxième. Et ça, évidemment, il ne faut pas être Sherlock Holmes pour deviner d'où ça vient. C'est la guerre. Et la guerre, c'est très mauvais, mais ça réduit les inégalités de patrimoine. Voilà. D'accord? Et donc, on voit très clairement que... alors, voilà, évidemment, je n'ai pas mis les États-Unis, là, parce qu'eux ont moins souffert de la guerre, de ce point de vue-là. D'accord? Il y a eu moins de destruction de capital chez eux. Donc, voilà, donc vous avez là, ça, c'est la guerre. Donc, ce n'est pas lié à la fin d'une vague technologique. C'est la guerre, c'est pas... Donc, ce n'est pas l'explication Kuznets, là. C'est la guerre qui vient se mêler de ça. Donc tout à l'heure, les gens sont venus demander sur la guerre. Je dis, attendez, vous êtes impatients. Dans deux transparents, je parle de la guerre. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, et après, ça repart. Donc entre 1910 et 1950, vous avez des chocs liés aux 2 guerres mondiales et la crise de 29, évidemment. Et puis, vous avez hausse depuis les années 50, avec des valeurs proches maintenant. Vous arrivez presque à des niveaux qui étaient celles observées à la fin du 19e siècle. Voilà. Donc, en fait... Piketty vous dit, maintenant, le gros problème, c'est que lui, comment il prévoit? Quand il fait de la prévision, eh bien, il fait de la prévision un peu à la Gordon par interpolation. Il prend une règle et il dit, voyez, c'est comme ça, et bien demain, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Voilà, j'ai plus besoin de théorie économique, j'interpole, voilà. Alors, quand je regarde la France, le rapport de la chose privée est beaucoup plus stable aux États-Unis, je veux dire. Vous voyez, aux États-Unis, ça baisse un peu là. Là, c'est quoi? Celui-là, c'est Europe, et vous voyez États-Unis. Et vous voyez la comparaison Europe-États-Unis, et vous voyez qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus stable, parce que, notamment, le choc de la Première Guerre mondiale est beaucoup moins important. Les destructions sont en Europe. Il y a un peu plus avec la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même beaucoup moins, de moindre ampleur que ce que vous avez en Europe. D'accord? Ce n'est pas surprenant. D'accord? Donc, le revenu national. Alors, pour calculer le revenu national, comment vous faites? Pour calculer le revenu national, simplement, je ne vais pas vous embêter longtemps avec de la technique, eh bien, vous le faites comme Madison, vous le faites à partir de sources similaires à celles de Madison,
Et donc, voilà, c'est tout. Vous reprenez essentiellement Madison et les autres auteurs que je vous avais mentionnés qui avaient amélioré ou actualisé Madison. Et bien, pour Y, la partie Y, simplement, je reprends Madison, voilà, et al., d'accord? C'est le calcul du patrimoine privé, c'est le cas qui est le plus compliqué. Parce que l'information est plus difficile à obtenir. Il faut retrouver des données historiques d'estimation du patrimoine. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, le revenu national, vous avez mentionné Madison, Villa en France, Bourguignon, les villes au Boyer, Toutain, on prend exactement les mêmes. Hein. Donc, reprenez les slides. On les a, les transparentes, elles sont mises sur le site que j'avais utilisé pour le premier cours. Donc, le Y, c'est exactement comme avant, ça ne change pas. C'est le cas qui va changer. Et alors, comment je fais? Eh bien, depuis 70, l'INSEE propose des estimations pour la France annuelles de la décomposition de la richesse nationale entre capital privé et capital public. C'est entre 14 et 69 que le travail est plus difficile. Il y a des destructions liées aux deux guerres. Il y a l'inflation qui a été forte jusque dans les années 70. Il y a les variations importantes de prix, plus généralement, qui montent et baissent. Entre 1820 et 1913, les estimations sont relativement fiables. Vous avez des recensements décennaux des capitaux privés avec des méthodes très proches des estimations actuelles. Donc, en gros, on arrive à calculer quand même le patrimoine. Voilà, donc ça, c'est pour les États-Unis. Alors, voilà, donc je regarde États-Unis et Europe. Donc, j'ai toujours, donc on peut calculer K sur Y. Donc, je vous ai dit, aux États-Unis, en Europe, ça baisse beaucoup là et ça augmente là. Et là, aux États-Unis, vous voyez, ça augmente, mais ça augmente, mais pas si rapidement que ça. Ça augmente un peu, quoi. Mais ça augmente pas tant que ça, voilà. Voilà, mais c'est surtout ce qu'on va expliquer, c'est pourquoi ça augmente très très vite pour l'Europe. Donc c'est très intéressant parce que quelque part, la part du top 10, elle a augmenté plus vite aux États-Unis, mais le K sur Y, c'est le contraire. C'est en Europe que le U est le plus profond. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà. Alors le découpage du K en France, donc on regarde qu'est-ce qui se passe. Eh bien, vous voyez, vous avez différentes parties dans le patrimoine. Vous avez les terres agricoles qui sont en noir. Alors, vous voyez, la part de l'agricole chute depuis le XVIIIe siècle, vous voyez. D'accord? Le logement, c'est là, la part est stable, et puis elle explose récemment. Et ça, je vais revenir sur le logement, parce que le logement, c'est une grande partie de l'histoire, en fait. Et ça, c'est les travaux d'Étienne Wasmer qui m'éclairent là-dessus. D'accord? Je vais revenir sur le logement. D'accord? Et puis, vous avez d'autres composants, haute capital intérieur assez stable, les machines, équipements, immobilier d'entreprise, qui restent assez stables. Vous voyez, c'est pas plus gros, là, c'est à peu près la même épaisseur partout. Et voilà, donc ça, donc voilà un peu les composants. Mais vous voyez vraiment typiquement effondrement de la partie agricole et augmentation très forte de la partie logement, immobilier. Donc ça, c'est intéressant. Immobilier privé, hein. Donc ça, c'est le découpage du cas. Donc vous n'avez pas seulement l'évolution totale, mais vous avez comment elle se découpe dans comment elle se décompose dans les différentes parties. D'accord? Je vais revenir là-dessus, parce que c'est important. Gardez en mémoire ça, nous y reviendrons. Ça a l'air innocent, mais ça ne l'est pas. D'accord? Alors aux États-Unis, on retrouve la baisse de l'agricole, même si le niveau initial est plus faible qu'en Europe, et les autres termes sont assez stables, d'où une relative stabilité du rapport entre K et Y aux États-Unis, avec un niveau moins important qu'en Europe, voyez maintenant. Donc voilà. Alors il y a une légère chute avec la Première Guerre mondiale, et puis une chute plus importante des autres capitaux intérieurs liés à la crise de 29 et à la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, c'est surtout les autres capitaux intérieurs, notamment équipements, machines, immobilier d'entreprise, qui, elles, baissent un peu plus avec la Deuxième Guerre. Voilà. Ça, c'est un peu l'évolution. Vous voyez comment les découpages, ce n'est pas juste le totalement, c'est comment les différentes composantes du patrimoine varient au cours du temps. Hein, d'accord? Alors maintenant, je vais arriver, donc on revient. Alors l'importance des chocs, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là en France, typiquement depuis 1910, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez la part du décile supérieur ou de la part du centile supérieur en matière de patrimoine. Eh bien, qu'est-ce qui fait que la part des déciles supérieurs de patrimoine baisse? Eh bien, c'est vraiment les destructions, c'est les guerres mondiales, ça détruit des actifs physiques, ça désorganise la production. Il y a ensuite la hausse des impôts pour financer la guerre, et puis il y a l'hyperinflation en Allemagne et les nationalisations. Tout ça vous fait baisser, évidemment, tout ça vous fait baisser la part, vous voyez, l'écart de patrimoine. D'accord?
Alors là, maintenant, on arrive à la partie où là, je commence à argumenter avec mon copain. Et en gros, les deux critiques, voilà. Donc si vous voulez, Piketty, comment il dit Piketty, voilà, sa vision, c'est de dire le K sur Y en Europe et partout, il va augmenter de plus en plus vite. Et pourquoi il va augmenter de plus en plus vite? Parce que R est plus petit que G. Alors, je vais vous écrire R plus grand que G, je veux dire. Et je vais vous écrire ça, et je vais vous expliquer un peu sa théorie, en mots. Alors, R plus grand que G. C'est que, vous voyez, moi je regarde le ratio K sur Y, et lui il met R plus grand que G. Parce que R, c'est la rémunération du capital. Vous avez du capital, il est rémunéré au taux d'intérêt, ou à un certain taux R. Et ça vous fait augmenter le capital. Vous comprenez? La rémunération du capital vous augmente votre capital. Vous avez du capital. Votre rémunération vous augmente votre capital. D'accord? OK? Le Y, lui, il augmente au taux G, au taux de croissance. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, voilà, eh bien, le R est plus grand que le G. Donc, le capital, le K doit augmenter plus vite que le Y, c'est tout. Parce que le K, il augmente à un taux qui est déterminé par la rémunération du capital, tandis que le Y n'a rien à voir avec la rémunération du capital. L'augmentation du Y, c'est au taux de croissance. Donc, pour le dire de manière différente, d'abord, plus le K sur Y est élevé, plus les revenus du capital sont importants comparés aux revenus du travail. Bon, ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, lui, il est dans un monde où il dit plus K sur Y est élevé, plus les revenus du capital sont élevés par rapport aux revenus du travail. Ensuite, il dit, si le R est plus grand que G, eh bien, le ratio capital sur revenu va s'accroître parce que le capital croît au taux R et le revenu croît au taux G. Et finalement, on va arriver à une situation où les rentiers accumulent des revenus ils accumulent une part de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un patrimoine qui augmente. Ils vont avoir des revenus toujours plus élevés, les rentiers, c'est-à-dire que la part du travail dans le revenu va baisser par rapport aux revenus du capital, et les revenus du capital, ils vont gonfler le K, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le K augmente plus vite que le Y, et en plus, la part du Y qui va aller au rentier va grandir par rapport à ce qui vient au travail. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait exploser les inégalités. Vous voyez comment ça... Voilà, c'est ça l'explication. Elle est a priori convaincante. Hein? Voilà, donc, voilà. Vous pouvez me dire pourquoi. Bon. Donc, si on est dans un monde comme ça, eh bien, les périodes de faible croissance, où G est faible, devraient être des périodes où, justement, le K sur Y augmente le plus vite, puisque c'est le K augmente au taux R et le Y augmente au taux G. Si vous avez une période de faible croissance, c'est là que, normalement, le K sur Y devrait augmenter le plus vite. D'accord? Donc lui, sa vision, c'est que les inégalités augmentent très fortement en période de croissance faible. Sa vision à lui, c'est de dire, en gros, il y avait dans les années 50 une forte croissance de rattrapage. Ce n'est pas vraiment là que les inégalités ont augmenté très fortement. C'est depuis qu'il y a eu ralentissement de la croissance. Ça a aggravé. Sa vision à lui, c'est que le ralentissement de la croissance, vous voyez, depuis la fin des 30 Glorieuses, notamment chez nous, aggrave l'augmentation du K sur Y. D'accord? Voilà, ça c'est sa vision. Alors moi maintenant j'arrive avec mes questions. D'accord? Alors mes questions. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai représenté, je me suis amusé, je me suis dit quand même, ça aurait été intéressant qu'il fasse une régression où il regarde le top 10% inequality, vous voyez la part du top 1%, et qu'il me la régresse, vous voyez quand même, c'est la moindre des choses. C'est le minimum que vous pouvez faire. Vous pouvez régresser la part du top 10 inequality. Vous pouvez dire, je vais la régresser, vous voyez, sur, par exemple, G. Vous voyez, alpha 1G. Après, vous pouvez dire alpha 2R, peut-être, vous voyez, et plus, etc. Mais c'est intéressant de savoir comment le taux de croissance, lui, il a l'air de vous dire, les périodes de faible croissance, c'est des périodes où le top inequality va augmenter. D'accord? Eh bien, si je régresse les mesures, là je regarde, c'est une régression que je fais sur pays de l'OCDE entre 1975 et 2010, donc c'est ce que j'appelle une régression en panel, c'est-à-dire que je prends tous les pays et je le fais, vous voyez, je fais année par année et je corrige pour le fait que la France est différente de l'Espagne, qui est différent de, etc. Je corrige pour ce que j'appelle des effets fixes de pays. Eh bien, si je fais une régression
voyez, panel, cross-country panel regression, je dis en anglais, hein, d'accord, sur la période 75-2010, je régresse le top income inequality sur le G, ça c'est la croissance de la productivité du travail, LP, c'est labor productivity, eh bien je vois que le G est positivement corrélé au top income. Donc ce n'est pas un phénomène de croissance faible, c'est un phénomène de croissance forte. Et je peux montrer que c'est particulièrement vrai pour la croissance des pays frontières, vous voyez. C'est surtout les pays frontières, les pays proches de la frontière technologique, les pays les plus innovants où le top income est relié à la croissance de ces pays. Or, c'est les pays où la croissance repose sur l'innovation. Je reviendrai sur ça. Mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, quelque part, le top income n'est pas un phénomène de croissance faible, c'est un phénomène de croissance forte. Et de croissance forte, surtout pour des pays frontières, comme l'OCDE. C'est moins vrai pour les pays non OCDE, vous voyez, ou les pays moins proches de la frontière. Donc c'est vrai pour les pays où la croissance repose sur l'innovation. Parce que l'innovation, c'est ce qui vous génère le top income. Quand je suis un pays frontière, c'est l'innovation qui me fait croître, et l'innovation donne des rentes de l'innovation. Et c'est ça qui n'est pas dans son analyse. Vous voyez comment j'arrive? Mais vous voyez déjà ça, c'est quand même une chose minimale à faire. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire cette régression toute bête de dire mais regardons la part de top inequality, ou on peut même regarder top 10 wealth, on peut faire la même chose. On peut regarder top 10 income, je veux dire. Je peux régresser la richesse des top 10 et je peux régresser ça sur le EG. Et ce que je trouve, c'est que ça, c'est positif et significatif et pas négatif, vous voyez. Donc c'est déjà quelque chose qui va contre sa théorie. Alors je peux le faire entre pays, je l'ai fait aussi entre États américains, cross-country panel, cross-state US. Et là, on peut dire, et là, c'est vrai, on trouve la même chose, d'accord? Et donc ça, c'est la première chose qui, moi, me dit. C'est-à-dire que quelque part, il avait une théorie, il y a des faits, il y a une théorie, il faut confronter les deux. Il faudrait une régression, un minimum de choses qui disent, mais est-ce que cette théorie, elle est valable? Et il n'y a pas. Il y a la théorie d'un côté, il y a l'empirique de l'autre, et il n'y a pas aucun essai de dire, ben, je vais essayer de montrer que c'est cette théorie-là qui est valable. Parce qu'en général, il peut y avoir plusieurs théories qui expliquent un fait. Mais comment vous essayez de discriminer? Ben, vous les testez directement. Chaque théorie a ses implications. Et vous essayez de voir si elles sont valables. Et c'est comme ça que vous les éliminez, les théories. Et vous dites, celle-là, elle marche mieux que celle-ci. Ben, donc, il ne peut pas trouver une théorie qui marche. Il faut des théories, il faut les tester. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que, d'abord, il y a ça quand même intéressant. Ça, c'est un papier que Blanchard est en train d'écrire parce qu'il est président de la American Economic Association et il va présenter ça. Donc je ne devrais pas présenter ces slides, mais enfin je me permets d'en présenter deux, parce que c'était quand même trop beau quand j'ai vu ça il y a 2 semaines, qui n'était pas le meilleur moment de ma vie, mais j'ai vu quand même ces choses-là. Et voyez, regardez, là vous avez la courbe en orange, c'est le taux de croissance nominal. Ça, c'est les taux d'intérêt à 1 an, les T-bills one-year rate. Et vous voyez que pratiquement tout le temps, vous avez le R qui est plus petit que G, quoi. Alors, vous pouvez regarder aussi les 10-year bond rates, quoi. Et vous voyez que eh bien, le R, il est pratiquement toujours plus petit que G, quoi. Donc, c'est un peu embêtant, quand même. Il faut faire une théorie qui est basée sur R plus grand que G, et manque de chance, le R est plus petit que G. Embêtant, quand même. Voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est la première. J'ai un autre questionnement. Un autre questionnement vient d'un article de Étienne Wasmer et co-auteur, donc dans la revue d'économie politique. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, il y a hausse du K sur Y en France. Mais ce n'est pas à cause du R-G. Eux, ils disent que la hausse du rapport K sur Y, ils montrent que ça repose essentiellement sur la hausse d'une seule de ses composantes, le capital logement. C'est à cause de la hausse des prix de l'immobilier qui ont cru beaucoup plus vite que les loyers. En gros, vous avez eu une bulle immobilière. Et c'est la bulle immobilière, simplement. C'est un phénomène de bulle immobilière. Et la hausse du capital productif hors immobilier n'a que légèrement augmenté durant les dernières décennies. Alors, on va regarder ça de plus près. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Là, j'ai besoin de votre attention. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas besoin de votre attention. Maintenant, j'ai besoin de votre attention. Je plaisante. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, regardez. D'abord, voyez la spécificité du capital immobilier. En France, comme dans la plupart des pays développés,
ce sont les propriétaires occupants qui détiennent une grande partie du capital immobilier. Pour ces propriétaires occupants, le capital immobilier ne génère pas un rendement financier direct parce qu'ils économisent un loyer. Ils pourraient évidemment vendre, mais pour ça, ils devraient aller ailleurs. Ils devraient aller vivre à Pétaouchnok. Et ils n'ont pas envie d'aller vivre à Pétaouchnok. Ils préfèrent vivre là où ils sont. Donc, ils ne touchent pas le revenu. C'est une valeur fictive, si vous voulez. Ils économisent un loyer. C'est bien un enrichissement, mais c'est ce loyer qui définit l'enrichissement et pas la valeur du capital lui-même. Parce qu'ils ne le réalisent pas, vous comprenez? Simplement, c'est le loyer qu'ils économisent. Donc c'est ça qu'il faut calculer. D'accord? Il se peut que vous ayez une bulle sur votre appartement, mais vous êtes dans votre appartement. Donc c'est le loyer qui compte. D'accord? Bon, voilà. Dans la courbe présentée, la mesure du capital immobilier, celle de Piketty, n'est pas basée sur les loyers, mais sur les prix courants du capital immobilier. La différence importante, parce que les loyers n'ont pas beaucoup progressé. Ils n'ont pas progressé beaucoup plus rapidement que le revenu national, contrairement au prix de l'immobilier. Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas le signe d'un retour des rentiers, comme le décrit le modèle R-G, mais plutôt la traduction d'une tendance anormale et récente des prix de l'immobilier. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Et en fait, si vous voulez, voyez, le truc que je vais vous montrer, c'est que, vous voyez, chez Piketty, regardez, c'est ça qui est intéressant. Il met le logement là, il le met en bas. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en haut. Vous voyez, regardez, c'est tout bête. Regardez ce que je vais faire. Je le mets là. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que tant que vous n'avez pas mis l'immobilier, il est là. Tant que vous n'avez pas mis l'immobilier en France, il n'y a pas d'augmentation. Regardez, c'est l'immobilier qui fait tout monter. Mais les prix d'immobilier, vous habitez chez vous. Vous comprenez le truc? Donc, une fois que vous avez vraiment mesuré correctement l'immobilier, il n'y a pas du tout l'explosion du K sur Y que mentionne Piketty. D'accord? Voilà ce que je voulais mentionner sur cette chose-là. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est compréhensible? C'est vrai? Madi, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Mais oui. Tout le monde, génial. Bon, alors, c'est très bien. Bon, donc voilà. Donc, conclusion, on a une courbe en U du top 10 inequality aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle. On ne retrouve pas la même tendance à la hausse depuis les années 50 en France. En revanche, concernant le rapport K sur Y, on observe une courbe en U en Europe, moins aux États-Unis. Seulement, on a vu qu'elle est très liée à la façon dont on calcule le patrimoine immobilier et que c'est une façon qui est contestable. Si on la calcule par les loyers, eh bien, on ne retrouve plus cette courbe en U aussi forte. D'accord? Et quant à la théorie du R-G, on a vu qu'il y a un petit problème avec les régressions, puisque, en fait, les périodes d'augmentation du top 10, c'est des périodes de croissance forte et pas des périodes de croissance faible, si on regarde les régressions empiriques. Donc voilà un petit peu où on en est. Et donc maintenant, il me reste une demi-heure pour parler d'innovation et de top income inequality. Donc je vais parler de la relation maintenant, puisque je vous ai dit, ça a à voir avec l'innovation. Eh bien, je vais terminer là, il me reste une demi-heure. Alors, il faut que j'arrive là. Voilà. Diaporama. Voilà. Là, je suis en anglais. Je suis désolé, ça va être en anglais, mais ça va être traduit. Hein. Toutes les slides en anglais seront traduites. Voilà. Alors, moi, je dis, voilà, j'ai bien vu que, en fait, les périodes d'augmentation du top 10, c'est des périodes de croissance forte, et on peut montrer que c'est surtout vrai dans des pays innovants. Donc, il y a quelque chose à voir avec l'innovation. Et quelque part, vous voyez, ça, ce n'est pas du tout une preuve, mais ce qui est intéressant, c'est une coïncidence. Alors, évidemment, j'ai mis l'échelle comme il fallait pour que ça me convienne. La courbe noire, c'est la part du top 1% des revenus aux États-Unis, et la courbe grise, c'est les brevets, les flux de brevets. Et on voit que les flux de brevets augmentent beaucoup quand la courbe augmente. Alors on peut dire les brevets, on peut dire que c'est en partie de l'appropriation et que ce n'est pas uniquement de l'innovation, mais même si je me restreins à des brevets triadiques ou à des brevets qui vraiment veulent dire quelque chose d'un point de vue innovation, je retrouve quelque chose de semblable. Donc voilà, donc c'est intéressant, ça a à voir avec l'innovation. Ce n'est pas entièrement de l'innovation, mais je mets l'innovation. Et c'est là qu'on va revenir au schumpeterien, d'accord? Et je vais donc parler de ça. D'ailleurs, ici, je vois que par exemple, ici, une des manières de mesurer l'importance de l'innovation, c'est les citations. Et on voit que les endroits où les citations des brevets ont augmenté le plus, c'est les endroits aussi où le top 1% a augmenté le plus. Voilà, ce n'est pas une preuve, c'est des corrélations, mais elles me motivent, disons. Ce n'est pas du tout une preuve de quoi que ce soit. C'est une motivation,
Peut-être que vous me dites votre motivation, elle ne va rien du tout. Si vous ne la voulez pas, ça n'a aucune importance. Je vais essayer de vous convaincre avec des résultats, avec des vrais résultats. Alors, donc, je vous ai dit que ces courbes-là, donc là, on est d'accord sur le fait qu'il y ait ces courbes, elles sont totalement incontestables. Le problème, c'est d'où ça vient. Et moi, je veux montrer que l'innovation est un des facteurs d'augmentation de l'inégalité en haut de l'échelle des revenus. Voilà, donc c'est basé sur des travaux que j'ai faits avec Richard Blandel, qui est professeur à University College London, qui dirige le Institute of Fiscal Studies, voilà, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la concurrence et la croissance avec lui. Ufuk, qui est maintenant qui travaille beaucoup sur la croissance et qui est à Chicago, et David Emous, qui est à Zurich, et Antonin Bergeau, qui est maintenant il est à la Banque de France. Donc voilà, je remonte les deux courbes qui sont là, c'est une motivation. Et alors l'idée, c'est pourquoi l'innovation devrait augmenter le top income inequality? Ben parce que, comme je vous l'ai dit, l'innovation, quand je vous ai parlé du paradigme schumpeterien, l'innovation, elle vous donne des rentes de l'innovation, au moins pendant un certain temps. Donc ça vous permet de vous enrichir. Qui est un des hommes le plus riches en Suède maintenant? C'est M. Skype. M. Skype, il n'existait pas il y a 20 ans. Le type, vous Skypez de temps en temps? Vous faites du Skype? Skype, c'est une manière très sympa, tu es appelé sur Skype. Je vous conseille, c'est très bien. Ça ne coûte pas cher, des fois ça ne marche pas, mais c'est très bien. Maintenant on améliore. Hein. Bon, le monsieur qui a inventé Skype, en fait lui-même est danois, mais le producteur est suédois. Le monsieur est devenu hyper riche, quoi. Il y a 20 ans, il n'existait pas ce monsieur Skype. C'est comme ça qu'il est devenu riche, en innovant, voyez. Et Steve Jobs, comment il est devenu riche, d'accord? Donc voilà, c'est une des manières de devenir très riche, d'accord? Parce que, je vous l'ai dit, la croissance dans les pays développés, c'est l'innovation. L'innovation, eh bien, elle génère des rentes, et c'est la perspective de ces rentes qui motive les investissements en R&D qui vont vous générer ces innovations, d'accord? Donc, eh bien voilà, donc on dit, voilà, et évidemment, pourquoi l'innovation c'est important? On dit pourquoi c'est important que ce soit un rentier ou un innovateur? Parce que vous avez deux manières, moi je dis toujours qu'il y a deux manières de devenir très riche. Il y a la manière, tout ça, je le mets toujours de cette manière-là, mais je me répète, mais il vaut mieux se répéter que se contredire. Hein. Voilà. Donc, je dis toujours qu'il y a la manière Steve Jobs et la manière Carlos Slim. Un jour, je vais me faire assassiner, je pense. Alors, qui c'est Steve Jobs et Carlos Slim? Steve Jobs, c'est celui qui a créé Apple, d'accord? Une chose énorme, d'accord? Bon. Et enfin, il y avait des gens autour de lui, mais il a été celui qui a promu. Bon. Et puis, vous avez Carlos Slim. Qu'avant Carlos Slim est devenu riche, peut-être qu'il a été un innovateur au début, mais moi, je l'ai vu devenir encore beaucoup plus riche parce que j'étais marié à une Mexicaine et je sais que les coûts de téléphone au Mexique, c'était 10 fois plus cher qu'ailleurs. Parce qu'en fait, ils ont privatisé les télécommunications du Mexique et c'est devenu un monopole privé non régulé ou très peu régulé. Là, tu deviens très riche. Voilà. Et ben, ce n'est pas la même manière de devenir riche, quoi. L'un, c'est parce que vous avez des barrières à l'entrée, que vous êtes monopole et que vous empêchez les autres de venir, hein, que vous avez le gouvernement qui vous protège, la corruption marche à fond la caisse, d'accord? Et de l'autre, vous avez un vrai innovateur. Les deux sont riches, mais ce n'est pas la même chose. Le monde de Piketty, c'est un monde où il n'y a que des Carlos Slim, quoi. Il n'y a pas de Steve Jobs, quoi. Moi, mon monde à moi, il y a aussi des gens comme ça. Je caricature. C'est caricaturé. Mais disons qu'il y a un peu l'idée, c'est que tous les riches sont, en gros, voilà, c'est des gens qui sont riches parce qu'ils voilà, ils ont eu la chance de l'être et voilà, ils n'ont pas. Je caricature volontairement. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est intéressant l'innovation? Parce que l'innovation génère de la croissance. Nous allons voir qu'elle génère des rentes, mais temporaires, à cause de la destruction créatrice. On va voir que l'innovation va de pair avec la mobilité sociale à cause de la destruction créatrice, à cause du fait que il y a des nouveaux qui remplacent des anciens. C'est une force de mobilité sociale. Et on va voir que parce que ça augmente le top income, mais ça augmente aussi la mobilité sociale, on va voir que l'innovation n'a pas d'effet vraiment sur l'inégalité globale. Vous vous souvenez qu'on a 3 mesures d'inégalité. On a l'inégalité globale, on a le top income et on a la mobilité sociale. L'innovation, ça augmente le top income, inequality, mais ça augmente la mobilité sociale et vous allez voir que ça n'affecte pas vraiment la global inequality, vous voyez, le Gini, quoi. Voilà. Par contre, le lobbying, c'est différent, parce que le lobbying,
c'est des barrières à l'entrée. Alors ça augmente le top income inequality, mais ça réduit la mobilité sociale, puisque vous empêchez des gens de venir. Le lobbying, c'est pour mettre des barrières à l'entrée. Donc vous réduisez la mobilité sociale, vous réduisez la croissance, puisque vous empêchez de l'innovation. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes forces. Les deux vous donnent du top income, mais l'un, il vous donne la croissance et la mobilité sociale avec, l'autre, il vous réduit la croissance et il vous réduit la mobilité sociale. Et donc, il augmente l'inégalité au sens large. Et donc, c'est deux choses différentes. Donc, c'est important de voir quelle est la part de l'innovation dans le top income inequality. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je ne vais pas vous embêter avec des équations, mais on fait une étude, on prend des États américains et on fait entre États américains au cours du temps. Et on va régresser la mesure le log du top income inequality, donc le log de la part du 1%, ou du 0,1% ou du 10%, on va la régresser sur l'innovation 2 périodes avant, mesurée par les brevets ou les citations de brevets, et puis on va mettre une série de contrôles. Je ne vais pas vous embêter avec l'économétrie de la chose, d'accord ? Donc, comment on mesure donc ça, c'est la mesure, je régresse l'inégalité sur l'innovation. L'inégalité, c'est les données de Piketty. Alors, quand c'est au niveau cross-state US, c'est Frank 2009, d'accord ? Donc là, on fait exactement les constructions comme chez Piketty-Saez, avec des données fiscales, et on construit la part des revenus exactement en suivant leur méthodologie, d'accord ? Donc ça, c'est exactement Piketty-Saez. Et puis, les données d'innovation, là, je parle en étant très intimidé, puisque j'ai devant moi au premier rang la personne sans qui on ne pourrait faire aucun travail dans le domaine. Donc, ce que je vais dire, vraiment, lui paraîtra très incomplet. C'est comment on mesure les brevets. Le US Patent Office vous donne des statistiques sur les brevets entre les années 75 et 2014, c'est la période qu'on regarde. On connaît l'état où se trouve l'inventeur, la date où il y a de candidature pour le brevet, et puis le lien de tout le brevet qui cite d'autres brevets. C'est très important, parce qu'un brevet, je veux savoir s'il va être très cité ou pas cité. Et je connais les citations des brevets par les autres brevets, qui va vous donner l'importance du brevet, la qualité du brevet. D'accord ? Et alors, on utilise plusieurs mesures, le nombre de brevets dans une année, ou bien le nombre de brevets pondérés par les citations en donnant plus de poids aux brevets plus cités et moins de poids aux brevets moins cités, le nombre de citations, etc. D'accord ? Et en fait, ce qu'on montre, c'est que si je régresse la part du top 1% sur différentes mesures de brevets, je trouve une corrélation toujours positive et la plupart du temps significative. Ça, c'est vraiment corrélation, il n'y a pas de causalité. D'accord ? On voit que là où on innove, dans les États où on innove le plus, l'année où on innove le plus, c'est corrélé au fait que la part du top 1% est plus élevée. Là où il y a plus d'innovation, la part de revenus du top est plus grande. C'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ça peut aller dans les deux sens. D'accord ? Voilà, donc ça c'est vous voyez, donc par exemple, là où l'innovation augmente le plus entre 80 et 2005, c'est là où la part du top 1% augmente le plus quand vous faites d'un État américain à l'autre. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une corrélation. Mais c'est une corrélation, ça ne vaut pas causalité, d'accord ? Donc en général, quand il y a une corrélation et que vous avez besoin... alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand je regarde d'autres mesures, comme par exemple des mesures globales d'inégalité, eh bien là, je ne vois pas le Gini, vous voyez, il n'est pas corrélé avec l'innovation. Donc l'innovation a l'air d'être positivement corrélée avec la part du top income du 10%, du 1%, mais n'a pas l'air corrélée avec le Gini, d'accord ? Vous voyez, en gros, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, je mets les États, un État, une année, le même État dans différentes années, c'est un point différent. Vous voyez, là, c'est les États années où il y a beaucoup d'innovation, États années où il y a peu d'innovation, d'accord ? Et la courbe foncée, c'est la part du revenu dans l'État du top 1% de cet État. Vous voyez, c'est la part du revenu que les 1% les plus riches dans cet État gagnent. Et vous voyez que dans les États qui innovent le plus, eh bien, vous voyez que la part du top 1% augmente de manière très, très rapide avec le... Mais si vous regardez maintenant le Gini 99, c'est-à-dire le Gini en excluant le top 1%, vous voyez que c'est complètement plat. Donc il y a une autre force qui va contre, et ça va être la mobilité sociale. C'est intéressant. L'innovation vous augmente le top income, mais n'a pas l'air d'augmenter l'inégalité globale. Si je mettais le lobbying au lieu de ça, vous auriez les deux qui augmenteraient. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, le lobbying, vous voyez, lobbying et le Gini. Le Gini augmente avec le lobbying. Vous voyez, il y a des mesures de lobbying, il y a toute une série d'études très intéressantes sur le lobbying aux États-Unis, notamment par un collègue à moi qui s'appelle Francesco Trebi,
qui est qui a fait les meilleures études du lobbying aux États-Unis. On prend les mesures de Treby et on peut calculer la relation entre top income et lobbying. Alors voilà, je vais maintenant vous parler de dire, voilà, maintenant je ne vais pas vous garder trop longtemps, je dis, voilà, c'était une corrélation, je voudrais maintenant une causalité. Parce que pour le moment, qu'est-ce que je vous ai montré? Je vous ai montré qu'il y avait une corrélation entre inégalité au top et innovation, d'accord? Je vous ai montré qu'il y avait une corrélation, mais pas une causalité. Donc, inégalité part du top 1%, hein, dans le revenu, d'accord? Donc, ça, c'est le et brevet, nombre de brevets ou citation de brevets. Et je vous ai montré qu'il y avait une corrélation entre les deux. Mais moi, je voudrais une causalité de ça vers ça. Donc, j'aimerais quelque chose qui fasse varier ça, et qui ne fasse varier ça que parce que ça fait varier ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais quelque chose qui fait varier, vous voyez, qui n'a d'impact. Je voudrais une source exogène de variation de l'innovation et qui va avoir un impact sur les inégalités que parce que ça va changer l'innovation. Vous voyez? Pour avoir un lien causal. Je ne veux pas juste une corrélation. Et là, il y a un truc très sympathique qui s'appelle Appropriation Committee. Qu'est-ce que c'est qu'Appropriation Committee? C'est qu'aux États-Unis, vous avez des États aux États-Unis, mais vous avez la Chambre des représentants et le Sénat. Et ils ont ce qu'on appelle des Appropriation Committee. Qu'est-ce qu'ils font, ces Appropriation Committee? Ils allouent des fonds aux différents États. C'est essentiellement pour la recherche, un peu pour les autoroutes. Essentiellement, c'est autoroutes et recherche. Mais le gros, c'est pour la recherche. Et pourquoi ils font ça? Alors, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui fait partie de ces comités. Si vous avez, par exemple, un gouvernement, un sénateur du Kentucky, vous allez voir vers qui je vais tout de suite, au hasard, le speaker, bon, il devient à la tête même membre du Appropriation Committee. Il va vouloir que les fonds aillent chez lui, parce qu'il veut se faire réélire. Il dit, voyez, je vous ai obtenu les fonds chez vous, votez pour moi. D'accord? Ça, c'est super pour l'économétrie, vous voyez? C'est pas génial pour mais pour l'économétrie, c'est formidable, vous voyez? Parce qu'on voit tout de suite, dès que le type devient gouverneur, hop, les fonds qui vont au Kentucky augmentent. C'est ce qu'on appelle les earmarks. Et ça va vous faire augmenter les innovations. D'accord? Et là, c'est merveilleux. Il y a M. McDonnell qui va me sauver la vie. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, M. McConnell, pardon, il rentre, il est sénateur du Kentucky, il rentre dans l'Appropriation Committee en 93, et là, les earmarks vont augmenter, ils vont être multipliés par 10 entre 92 et 93, vous voyez, l'effet est drastique, hein, et essentiellement pour la recherche, et vous allez voir les innovations. Et alors là, c'est merveilleux, regardez. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai construit un synthetic Kentucky. J'ai fait un Kentucky artificiel, parce qu'il faut que j'ai le Kentucky s'il y a McConnell et le Kentucky s'il n'y a pas McConnell. Je fais un counterfactual. Donc je construis des États qui ont tout point une combinaison d'États qui ne sont pas le Kentucky, mais dont je fais la moyenne pondérée pour qu'ils soient exactement comme le Kentucky. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'appelle ça le synthétique Kentucky. Vous voyez? C'est dans des synthétiques nous-mêmes, peut-être. Vous voyez? Bon. Eh bien, avant et après la nomination de McConnell, vous voyez que les citations de brevets, vous voyez, les citations des University Patents ou les earmarks ne changent pas, quoi. Les earmarks, je ne les ai pas mis, mais ça reste plat. Tandis que dans le vrai Kentucky, vous voyez, les citations de brevets, elles augmentent. Ça, c'est les citations de brevets universitaires qui augmentent tout de suite. Et les citations de brevets, en général, elles prennent un petit peu plus de temps, elles mettent 50 plus. Mais vous voyez, c'est vraiment... Et là, vous avez le synthétique Kentucky, et là, vous avez le vrai Kentucky. Et vous voyez vraiment l'impact. Et ça, c'est causal, vous voyez. C'est une fois d'expérience, vous avez le counterfactual. Ceux qui sont médecins, ils voient très bien de quoi je parle. Hein, d'accord? Le groupe de contrôle et le groupe de traitement. D'accord? Mais il n'y a pas que le Kentucky. Ici, j'ai regardé tous les États, et j'ai regardé l'année où quelqu'un de chez eux rentre dans l'Appropriation Committee. Et je mets ces dates à 0. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes dates pour tous les États, mais je les mets ensemble pour que ça fasse 0 ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez la même chose. Vous avez
vous voyez que là, c'est l'année où la représentation en sénateur augmente sur l'Appropriation Committee. Et vous voyez ici les earmarks, c'est-à-dire l'argent qui est donné à l'État par l'Appropriation Committee va augmenter beaucoup. Et vous voyez ici l'impact sur les citations de brevets universitaires et pareil sur les citations de brevets, de tous les brevets. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais vous voyez vraiment le lien causal. Les gens deviennent, mais là au lieu que ce soit juste le Kentucky, je l'ai mis sur tout le monde ensemble. Vous voyez, j'ai mis tout le monde ensemble. Je les ai tous agrégés, vous voyez. Donc on voit un effet très fort de Appropriation Committee. C'est merveilleux cet instrument. Il ne faut surtout pas supprimer les Appropriation Committee, ça serait dramatique. Et donc ça vous donne vraiment l'effet causal de devenir membre du Appropriation Committee sur les brevets. Voilà. Et donc moi ce que je fais, c'est que je vais régresser le 1% sur brevet, instrumenté par le fait qu'il y a un représentant de l'État dans le Appropriation Committee. Et c'est ce que j'appelle une IV regression, Instrumental Variable Regression. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que le coefficient non seulement est significatif, mais plus grand qu'avant. Parce qu'en fait, il y avait probablement des effets qui allaient dans l'autre sens. Et là, je capture vraiment la causalité des brevets, de l'innovation vers le top income. Et c'est des effets vraiment importants. Et pour juste vous donner une idée, c'est que l'augmentation d'innovation entre 80 et 2005, mesurée par l'augmentation du nombre de brevets par tête, explique à peu près 23% du total de l'augmentation du top income. Donc je n'explique pas le total top income, mais j'explique un bon quart. Mais un quart, c'est beaucoup, vous savez. Ça explique un bon quart de l'augmentation du top income avec les brevets. Voilà. Donc c'est important, c'est une chose importante. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder aussi l'effet sur la mobilité sociale. Et là, je reprends, je vous rappelle, je vous avais mentionné Chetty et al. Sur la mobilité sociale entre zones d'emploi aux États-Unis. Je reprends les données de M. Chetty, exactement les mêmes, et je montre que les endroits où vous avez plus de mobilité sociale, c'est les endroits où vous avez le plus d'innovation. Et maintenant, on comprend. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il y avait plus de mobilité sociale? Vous vous souvenez que là, et donc moins d'inégalités globales, mais plus de top 1%. Parce que là où il y a plus d'innovation, ben, c'est là où il y a les rentes d'innovation. Donc c'est là où il y a plus de top 1%. Mais vous avez aussi plus de mobilité sociale. Et c'est ça qui fait, à cause de la courbe de Great-Gatsby, que vous avez moins d'inégalités globales. Donc l'innovation vous donne plus de top, la part du top % augmente, mais la mobilité sociale augmente aussi. Et c'est à cause de ça que vous avez, au total, l'inégalité qui n'augmente pas globalement ou qui même se réduit globalement. Alors, ce que j'ai fait là, c'était sur des données qui dataient, disons, des 25-30 dernières années, mais on peut faire ça sur données historiques. Et là, c'est des travaux que mon ami Aksigit et Grigsby et Nicolas ont fait. Donc, Aksigit, Grigsby, Nicolas. Et c'est un papier historique, je vous en avais parlé avant, sur les brevets dans l'histoire. Et là, il montre, c'est des données qui vont de 80 à 1940. Et il regarde en moyenne sur cette période, il classe les États américains et il classe le Gini en 1940. Et il voit que les États où il y a le plus d'innovation sont les États, là il n'y a pas de causalité, mais il dit quand même historiquement, eh bien on voit si on voit une relation, c'est une relation purement chez eux négative. Moi je la voyais plate, mais historiquement elle est plutôt négative entre innovation et la mesure globale d'inégalité. Mais si je regarde maintenant, la relation entre innovation, c'est-à-dire les brevets, et la part du top 1%, dans les endroits où on innove beaucoup, eh bien, plus de brevets, ça veut dire la part du top 1% qui augmente. Dans les autres, c'est plutôt diminue. Moi, je l'avais trouvé toujours augmentant, mais vous voyez que autant pour la mesure globale, c'est négatif, autant vous avez toute cette partie qui est positive. Vous avez une corrélation positive entre l'innovation et le top income. C'est intéressant parce qu'ils ont fait ça, eux, au niveau historique, si vous voulez. Ils n'ont pas fait la causalité que j'ai faite, hein, mais ils ont fait historiquement. On voit que l'innovation, elle est positivement, en tout cas pour les États très innovants qui ont plus que 2 brevets, c'est ceux qui sont tout à droite, c'est vraiment ceux qui brevettent vraiment. Il y a une corrélation positive entre intensité d'innovation et part du top 1%. Mais par contre, c'est très différent quand vous regardez la relation entre innovation et inégalité globale. Et moi, pourquoi ma philosophie là-dessus est la suivante? C'est-à-dire de dire, moi, je prends une mesure, je parlerai de ça la mobilité sociale aussi, c'est très intéressant. Il montre que les endroits qui brevettent plus ont plus de mobilité sociale. Vous voyez,
le pourcentage des enfants avec des parents qui sont low skill, qui deviennent, eux, high skill, donc c'est une mesure de mobilité occupationnelle, eh bien, il montre que les États plus innovants ont davantage de mobilité sociale. Alors, c'est très intéressant parce que moi, si je prends une politique qui me dit, moi, je vais innover plus, c'est vrai que ça va augmenter un peu le top 1%, mais ça va m'augmenter la croissance et la mobilité sociale. Moi, je trouve que c'est intéressant. D'autres diront, non, ça augmente le top 1%. A priori, je ne prends pas. Mais il faut regarder les faits sur les autres mesures d'inégalité et sur la croissance. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper du top 1%? Si, parce que le top 1%, ils peuvent utiliser leurs revenus pour bloquer l'innovation. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur le paradoxe schumpeterien? C'est-à-dire que l'innovateur d'hier devient un homme riche aujourd'hui, il peut utiliser son revenu pour empêcher de nouveaux innovateurs. Alors il faut une taxation progressive, ça c'est important, mais il y a aussi les lois de la concurrence, très important, et les lois de financement des campagnes politiques. Il y a tout ce qui fait que vous ne voulez pas que les gens utilisent leur richesse pour biaiser le jeu politique ou pour empêcher l'entrée directement. Et là, ça pose un problème, et donc il faut traiter le top 1%. Mais il y a différents instruments pour le traiter. Et ça, c'est la vision schumpeterienne. C'est en termes de... Je ne veux pas qu'ils empêchent l'innovation, et je ne veux pas... Voilà. Et donc, comment je fais pour traiter ce problème-là? Voilà, c'est un petit peu vous voyez, donc moi, je voulais... Il me reste 4 minutes. Je voulais juste vous montrer juste un truc très tout bête. Vous voyez, si vous me donnez 3 minutes et après j'arrête, c'est Inclusive Policy. Alors, une seconde. Alors, comment je fais là? Ah voilà, je l'ai là. Alors, voilà, regardez, une seconde. Donc, je veux juste vous donner quelque chose, vous partiez de ça. C'est-à-dire de dire, voilà, comment je regarde la croissance inclusive? Je sais que la croissance par l'innovation, et il faut de l'éducation, notamment de l'éducation supérieure. Financer l'éducation supérieure et la recherche, c'est très important, et l'éducation en général. Il vous faut plus de concurrence sur le marché des produits, plus de dynamisme du marché du travail. Quand je dis flexibilité, c'est flexicurity que je mets en fait. Et je veux savoir, ça je sais que c'est des facteurs qui aident à la croissance par l'innovation. Qu'est-ce qu'ils font à la mobilité sociale? Eh bien, l'école, c'est pas étonnant. Là, ça vient de Chetty et al. Eh bien, les zones d'emploi aux États-Unis où il y a des meilleurs scores d'éducation ont plus de mobilité sociale. Donc ça, je prends. C'est une politique qui me donne à la fois de la mobilité sociale et de la croissance. Je prends. D'accord? Ensuite, je regarde la concurrence. Une des mesures de concurrence, c'est l'entrée et l'exit sur le marché des biens. Ce que je mets à droite, c'est ce que j'appelle le taux de turnover. C'est le taux d'exit et d'entrée d'emploi et d'entreprise. Et je vois qu'en fait, là, c'est une mesure inverse de mobilité sociale. Là où j'ai plus de dynamisme du marché des biens, j'ai plus de mobilité sociale, parce que la création destructrice opère mieux. Eh bien, je sais que c'est bon pour la croissance, je vais prendre. J'ai une politique comme ça qui me donne plus de mobilité sociale, plus de croissance. Je prends. Pareil sur le marché du travail. J'ai une politique qui me donne plus de flexibilité, plus de mobilité du marché du travail, notamment s'il y a de la formation professionnelle. Bon, ben ça, je ne l'ai pas là. Mais je prendrai parce que ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, au total, si vous voulez, quand je regarde croissance-inégalité, d'abord, je distingue entre différentes mesures d'inégalité. Gini, top income, mobilité. Ensuite, je regarde différentes sources de top income, Carlos Slim versus Steve Jobs, et je montre qu'ils n'ont pas le même effet sur la mobilité sociale et sur les différentes mesures, et sur la croissance. D'accord? Et ensuite, je regarde chaque politique qui me pousse à la croissance par l'innovation, et je regarde si cette politique-là, quel effet elle a sur la mobilité sociale. Si c'est une politique qui aide l'innovation, qui aide la mobilité sociale, donc ça veut dire qu'elle aide la croissance inclusive, moi je la prends. Si c'est une politique qui ne va pas dans ce sens, je ne la prends pas. Et c'est comme ça que moi je traite, c'est comme ça que moi je regarde. Mais d'autres diraient, n'importe quelle politique qui augmente la part du top income, le reste je ne regarde pas et je ne prends pas. Et là, je ne suis pas d'accord. J'ai dit peut-être qu'il y a certaines politiques, par exemple la Suède, au début des années 90, a fait des réformes qui ont stimulé l'innovation, qui ont multiplié par 4 la croissance de leur productivité. Ça a augmenté un peu la part du top income, mais la mobilité sociale n'a pas été réduite, et le Gini a été à peine augmenté, mais la croissance a énormément augmenté. Est-ce que je prends ces réformes ou est-ce que je ne les prends pas? Moi, je les prends, d'autres ne les prendraient pas. Et voilà un peu comment je vois tout le...
Je crois que je m'arrête là parce que je crois que vous êtes mort de fatigue là. Merci beaucoup.